Bonjour et bienvenue à Foi Lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Aujourd'hui, à l'épisode Sexualité et dissidence queer, un collectif d'essais chapeauté par Chacha Henriquez et de nombreux collaborateurs et collaboratrices que j'aurai la chance de vous énumérer durant l'épisode. Il y a certaines œuvres, particulièrement en essai, où il y a une charge peut-être intellectuelle et émotive, je ne sais pas, mais en tout cas, du moins définitivement intellectuelle, plus explicite, qui ne me laisse pas indifférent. Et vous comprendrez dans cet épisode que j'ai vraiment pas été laissé indifférent par cette œuvre. C'est une discussion très animée. Intéressante, je pense. Sans vouloir m'avancer trop, vous allez l'entendre très bien, mais c'est une œuvre qui est venue m'accrocher à plusieurs égards. Et c'était intéressant parce qu'on n'avait pas tous les mêmes visions, les mêmes opinions autour de la table, ce qui crée toujours, je pense, des discussions intéressantes. Et on avait la chance d'avoir un auteur, un contributeur, collaborateur à l'œuvre qui s'appelle Guy Tardy. Et nous étions aussi joints par Eliane Miron, une amie et collègue que vous avez déjà entendue. Voilà, donc discussion à trois, intéressante. Et je serais vraiment intéressé de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez la chance de lire l'œuvre et aussi de l'épisode, si vous avez, on est toujours, comment dire, je serais vraiment intéressé de savoir ce que vous avez pensé de l'œuvre, mais dans tous les cas, aussi de la discussion qui évoque plusieurs thèmes qui sont abordés dans le livre. Malheureusement, c'est ça, c'est une œuvre très touffue, nombreux chapitres avec beaucoup de choses à dire. Nous n'avons pas eu la chance de tous les couvrir. Cela dit, néanmoins, on en a couvert plusieurs. Et donc, sans plus tarder, bon épisode. C'est parti. Hey, écoute, l'épisode avec elle. Oui, c'est en train d'enregistrer, mais les épisodes avec Eliane. Faut couper. J'ai tout le temps beaucoup de travail d'édition à faire. Ok, c'est ça. Fait que là, je parle des gens. Le podcast est commencé. On est quand même entre nous. Le deuxième, t'as dû éditer aussi? Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup de silence. Mais... Ah ouais? Oui. Ah, excuse-moi. Mais non, mais les deux, on cherchait des fois. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé le livre de... Chacot? Ah, Éric Chacot. Éric Chacot? Ah, Là-dessus, on aurait pu ouais. en parler. Ben OK. Oui. Puis, Oui, puis d'ailleurs, Oui, parce que je suis allé chez toi, sur la rue Cartier. Puis on en a parlé, puis c'est là qu'on a parlé de la soirée. C'est quand je suis allé à Québec. Oui, voilà, OK, c'est beau. Là, merci, ça me replace. Puis on a parlé du livre de Chacot. Chacot. Puis t'étais là avec Pic. Puis toi, tu m'as dit ce que t'en pensais. Oui, puis là, je t'ai parlé de ma soirée au Champs. Exactement. Ah, bon. Je t'ai dit, oui, pour une deuxième fois, effectivement, je connais le Champs. Mais je t'ai dit ce que je pensais d'Éric Chacot à ce moment-là. Oui. J'avais-tu enregistré l'épisode? Non, c'est ça, je sais plus. Je sais plus à quel moment je l'ai enregistré. Je sais pas qu'est-ce que tu dis dans l'épisode, mais ce que tu m'as dit ce soir-là... C'était que c'était une histoire classique. C'était que, c'est ça que tu trouvais que c'était un peu déjà fait. Oui. Fait et refait. Oui, on est d'accord. Moi, j'ai aimé ça. Ben oui, c'est correct. Là. Mais Fred, il a aimé ça overall, en tout cas selon le podcast. Oui. Je trouvais que c'était bien écrit. Je trouvais que c'était bien, oui. Puis, on en parlait en voiture en s'en venant tantôt, mais je trouvais que le contexte en Égypte, tout ça, puis la culture c'était très bien musulmane, puis égyptienne aussi. Chrétienne, en fait. Hein? Ah non, mais ils sont chrétiens, non? Copte, effectivement. Excuse, je dis musulman. Mais dans le pays, avec les frères musulmans qui arrivent, puis un peu la radicalisation progressive dans le contexte aussi de toutes les luttes de pouvoir de la guerre froide. Là, mais, me semble, ça se passe dans les années 80. Ouais. Puis, mais c'est ça. Que finalement, c'était quand même une histoire entre un gars qui struggle avec son homosexualité, l'autre qui la vit très bien, puis que ça finit avec un drame. Puis voilà. Mais après ça, la dynamique, le fils, tout ça, là, c'est vraiment bien. Puis les personnages sont bien décrits. Voilà. Puis moi, j'ai dit, j'aurais aimé quand même qu'il y ait plus... qu'on sente plus Montréal. Qu'on sente plus le parcours migratoire. Parce qu'on ressent tellement bien l'Égypte. Puis là, ensuite, Montréal, on a comme 2 lignes sur le fait qu'il y a de la neige mouillée à terre. OK, c'est vraiment ça que je pensais aussi. Puis une infirmière au Royal Vic. T'as tellement bien dépicté, genre... le contexte justement égyptien que tu n'as même pas vécu,
Puis c'est comme s'il y avait... C'est comme si... J'ai ressenti ça comme si le contexte montréalais avait aucune valeur ou pas de... C'est vrai. Pas d'impact sur l'histoire, alors que, en tout cas, je pense que forcément, il y en a, là, dans la manière dont le fils vit son homosexualité, puis le dialogue qu'il essaie d'avoir avec son père. Bon, donc, voilà. Mais c'est pas le livre dont on va parler aujourd'hui. Non. Bonjour Guy. Bonjour Eliane. Allô. Eliane, mon Dieu, même pas besoin de présentation. Tu es rendue une invitée habituelle du podcast. Collègue, ami de santé publique. Mais Guy, la star du show! Non. Guy Tardy, je te laisse te présenter. On pourra prendre un tour de pronoms aussi. Là. C'est les épisodes où des fois, je trouve que c'est pertinent si t'es à l'aise qu'on fasse un tour de pronoms. Puis, parce que c'est ça. Bref, il y a eu des épisodes où je pense que c'était bon de le préciser parce que ça s'inscrivait dans le thème du livre, puis aussi par respect pour les personnes qui sont autour de la table. Donc, c'est Guy Tardif. Je suis auteur d'un chapitre dans le livre Sexualité et dissidence queer, dont on va parler plus tard. Et puis, moi, je suis une personne non-binaire. On se connaît de Québec. On se connaît, Fred, de Québec du temps que j'étais à l'Université Laval. Oui. Donc, j'ai eu un parcours en travail social à l'université. Bac, maîtrise, doctorat. Je suis présentement en train de faire mon doctorat. Tu as fait ta maîtrise sur le cruising. J'ai fait ma maîtrise sur le cruising, ce qui a donné lieu à ce chapitre que tu as écrit. Ce qui a donné naissance à ce chapitre. Ouais. Et puis, j'utilise les pronoms il, elle et yel et les accords en alternance. Et masculin, féminin, neutre. Donc, voilà. Voilà. Frédéric, pronom il, puis Eliane... Elle, comme le début de mon nom. Puis j'avais vu une personne qui disait pronom elle, mais EL. Mais en fait, elle était là à la formation qu'on avait eue en santé publique. C'était vraiment une refondation des pronoms. Là, c'est quand même intéressant. En fait, c'est quand même très logique aussi comme pronom non genre. Non binaire ou non genré. Ou en fait, je sais pas, la personne l'utilisait, je m'en rappelle plus. Je pense qu'elle l'utilisait comme un accord féminin, mais effectivement, je pense qu'elle était non binaire dans mes souvenirs, mais peu importe. Donc, sexualité et dissidence queer, t'en as bien parlé, Guy, déjà. Comment appeler ça? Un collectif d'essais? Oui, un recueil d'essais? Un ouvrage collectif, si on veut, avec plusieurs essais, donc une quinzaine d'essais, et puis qui porte sur toutes sortes de... La sexualité. de thématiques différentes, mais on y viendra, principalement sur la sexualité. Donc, puis il y a d'autres tomes à venir, 2 et 3 idéalement, c'est ce qui est visé, qui vont parler davantage peut-être du corps... et effectivement des luttes intersectionnelles. Moi, c'était ce que j'avais compris. Des luttes intersectionnelles, oui. Mais comme pour le premier tome, on voulait se concentrer sur la sexualité, à la fin, on ouvre avec le triangle hétéro-cis-normatif. Oui. Puis on parle justement du corps aussi. Puis de toutes ces questions-là, justement. On y viendra, je voulais les présenter chapitre par chapitre, simplement parfait. pour je commence aussi, par la fin. c'est bien correct, mais souligner le travail de tous les auteurisses qui ont contribué aux 15 chapitres du livre. Mentionner aussi que le livre a été publié au printemps 2024, si je ne m'abuse. Je crois que oui. Oui. J'essaie de me rappeler les posts Facebook que j'ai vu passer de ta part. Oui, c'est le premier trimestre 2024. C'est au début du printemps. C'est bon. Puis aux éditions Remue-Ménage. Quand même un certain succès. À ce qu'on dit. Quelques réimpressions. Voilà. Puis oui, quand même un succès, puisque c'est un livre qui, tu sais, quand tu parles d'un ouvrage collectif avec plusieurs essais, à saveur académique quand même. Certains à saveur académique, effectivement, mais il y a toujours une volonté de coupler les savoirs militants aux savoirs universitaires. Et ça varie. On y viendra. C'est ça. Les ça fait partie des choses dont je voulais parler. Mais il y a toujours cet objectif-là de rester compréhensible, accessible, exactement. Accessible et de vulgariser aussi les concepts qui sont un peu parfois abstraits. On est très enraciné
dans les sciences sociales, dans les humanities. C'est intéressant parce que c'est le premier livre pour lequel on a un auteur ou une autrice présent pour discuter de l'œuvre. Parce que, bon, on s'entend, Gustave Flaubert pour Madame Bovary, c'était pas facile de l'avoir avec nous. Ou toute autre œuvre là, dont on a traité depuis le début de cette aventure de Fou à lire. J'étais curieux avant de me lancer dans les chapitres que tu nous parles juste peut-être de la genèse, comment l'idée est venue. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais la personne qui a coordonné le travail, c'est Chacha Enriquez, qui est une personne non-binaire, sociologue, militant. Je pense qu'il se présente comme un militant sociologue. En tout cas, bref, il les hiérarchise généralement en définissant davantage comme un militant en premier, mais aussi un chercheur académique en sociologie, là. Un enseignant qui enseigne au cégep et à l'université également. Puis comment ça a parti, ce projet-là? Ben c'est ça. Faudrait demander à Chacha qui est capable de l'expliquer assez bien. Et mais toi, comment a été contacté, mettons? Oui. Et qui l'explique aussi dans l'introduction du livre, là, donc qui parle d'un projet finalement plus que d'un livre, et d'un projet, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va probablement s'échelonner sur quelques années et quelques tomes. Parce que en fait, le constat en tant que Chacha fait, puis que d'autres avaient fait avant lui, c'était que il n'y avait pas de production académique ou en tout cas de livres d'anthologie queer en français, en Amérique du Nord. Quelques livres de Michel Doré et collaborateurs, parfois. Qui sont plus axés sur la réalité des hommes gays. Oui, effectivement. Pour la plupart. Et puis, mais là, on part aussi de théorie queer. Donc, ça, il n'y avait pas ça au Québec. Puis, donc, il y avait quelque chose à aller chercher là. Ensuite, on se positionne différemment dans le contexte québécois, canadien, nord-américain que ce qu'on peut voir en France. Donc, on sait qu'en français, écrit en français par des auteurs francophones, il y en avait quelques-uns aussi en France. Mais c'est ça, au Québec, on n'avait rien. Et puis, il y avait cette situation-là où les enseignants veulent faire lire des choses à leurs étudiants, leurs étudiantes qui sont d'actualité, puis qui sont aussi enracinés dans les luttes, puis dans la militance locale. Et puis là, il y avait un trou à cet endroit-là. Et donc, d'où l'idée de ce livre qui ne fait que se poursuivre, en fait, là, qu'on en est au tout début. Puis on voit une bonne réponse aussi. C'est pour ça que tu disais tantôt, le livre connaît un certain succès, mais effectivement... Avez-vous eu des ventes en Europe pas mal? Aucune idée. OK. Mais je sais qu'au Québec, il y a des cours dans lesquels, justement, c'était très demandé, cette littérature-là. Et donc, une bonne diffusion, quand même. Ouais, avec beaucoup de représentation de Chacha dans plusieurs universités, dans plusieurs événements aussi. Une bonne diffusion du livre, mais aussi une bonne diffusion des connaissances et du contenu au niveau de conférences, d'ateliers, de séminaires, de cycles. Il a vécu. Bon, en tout cas, du moins, il est en processus. Il vit. Voilà. Le livre vit. Il génère beaucoup de discussions et c'est toujours très dynamique. C'est vraiment plaisant pour ça. Ouais. Donc, on a vraiment ouvert une boîte de Pandore. Félicitations. Merci. Tout à fait. Si je vais peut-être avec les chapitres, puis on pourra voir là, comment on veut. Je pense qu'on va finir par aller dans toutes les directions, mais si on veut les prendre soit un par un ou sinon, je commencer général, puis on pourra se lancer dans n'importe quelle direction. Mais je voulais quand même reprendre chacun des chapitres, puis souligner le travail des personnes qui ont contribué. Donc, l'introduction composée par Chacha Enriquez. Premier chapitre, donc, l'ordre sexuel normatif, aussi écrit par Chacha Enriquez. Le chapitre 2, bisexualité osée, la fluidité de Marie-Geoffroy MP Boisvert et Chacha Enriquez encore. Chapitre 3, polyamour et relations non monogames consensuelles de Miko Lebel. Ensuite, chapitre 4, vers une culture du consentement, de nouvelles pratiques à inventer de Mathilde Capone. Chapitre 5, BDSM, une culture du plaisir et du consentement de Sabrina Moiorano. Je m'excuse, Sabrina, si j'ai massacré ton nom de famille. Maiorano, oui. Merci. Chapitre 6, les plaisirs et les corps des voies révolutionnaires pour s'affranchir des normes sexuelles de Gabrielle Petrucci.
Chapitre 7, Asexualité et aromantisme, repenser nos orientations et attirances, de Alex Nadeau et Chacha Enriquez. Chapitre 8, L'éducation à la sexualité positive et inclusive, 2 points. J'aurais dû les dire tantôt, j'ai oublié les 2 points. Entre contrôle et résistance, de Julie Deschenaux. Chapitre 9, Le sexting, 2 points, de l'abstinence sexuelle à la réduction des risques, de Stéphanie Gingras-Dubé, Blake Gauthier-Sauvé et M. Stein-Kalik. Chapitre 10, Consommation et sexualité, 2 points, réflexion sur le chemsex, de Jorge Flores Aranda et Rocio Mota Ochoa. Chapitre 11, Fourrer les normes pornographiques, 2 points, de la censure à l'activisme sexuel, de Julie Lavigne. Chapitre 12, On veut des putains de droits, point d'exclamation, de Adore Goldman et Mélina May. Chapitre 13, Le cruising gay et la spécialité des sexualités, d'Hugues Lefebvre-Moras et Guy Tardy. Tardy? C'est égal. Ah, c'est bon. Et chapitre 14, Le backlash hétéro-cis-normatif, de Chacha Enriquez et Gabriel Richard. Chapitre 15, Le triangle hétéro-cis-normatif, de Chacha Enriquez et Marianne Chabat. Jbat. Voilà. Donc, tous les auteurs RIS sont mentionnés, honorés. Après ça, je pense qu'on peut se lancer, puis effectivement, on ira peut-être en zigzag là, d'un chapitre à l'autre. Mais Eliane, qu'on t'a peu entendu jusqu'à maintenant, j'aurais été, ou je peux commencer si ça peut t'aider, mais j'aurais été curieux peut-être d'abord de t'entendre sur ton impression générale peut-être à la lecture du projet, du collectif, du roman, du livre. Okay. Mais j'en avais pas entendu parler. C'est toi qui m'en as entendu parler. Puis, en général, les contenus théoriques comme ça me rejoint moins parce que, justement, c'est un vocabulaire que je suis peu familière avec. Puis, en général aussi avec l'université, des fois, ça me tente juste de lire. De décrocher. Exact. Puis là, tu m'as parlé d'un livre qui n'était pas de la fiction. Ouais. J'étais moins motivée. Puis là, je l'ai acheté pareil. Même avoir le... Généralement, quand même, on aime avoir des conversations sur la queerness et, bref, la diversité sexuelle et de genre en général. 100% d'accord, mais je me sens comme déconnectée parce que j'ai un vocabulaire qui est plus scientifique, moins sciences humaines, donc je me sentais intimidée par le roman. Le livre, pardon, on va dire, je me sentais intimidée. Puis là, par hasard, j'ai lu le chapitre sur les polyplus, je me rappelle plus exactement le nom, puis juste par curiosité, en fait... Les bisexualités. Non, les polyamour. Ah, polyamour, OK. Ouais, puis en fait, j'ai trouvé que la lecture super facile, agréable, et j'ai comme été convaincue du livre très rapidement pour son accessibilité. Puis quand je suis allée à une conférence avec Chacha, d'ailleurs, Chacha disait que c'était un livre accessible, puis je suis d'accord pour la plupart des chapitres, que si t'as pas un background là-dedans, tu peux le lire et le comprendre. Voilà. Tu vois, c'est drôle parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même, d'un point de vue littératie, pas si facile à lire pour une personne, disons, qui a pas eu... Mon Dieu, ça va sonner un peu drôle, là, mais je trouvais que le niveau de littératie était quand même élevé, là, en termes de puis beaucoup de néologismes aussi, pour des gens, je me dis, tu sais, une personne, mettons que un niveau de littératie, parce qu'au Québec, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5. 3 étant genre analphabète fonctionnel. 4, 5, là, c'est plus les gens, généralement, qui ont poussé les études un peu plus loin. Là. Je me dis, c'est pas accessible, je pense, quand même, comme ouvrage, parce que beaucoup de néologismes, beaucoup de termes aussi qui sont... je pense, par exemple, à ton chapitre, Guy, où tu parles de l'ordre normatif, la spécialité des sexualités ou quelque chose comme ça. Là. C'est quand même un terme qui est difficile à comprendre, disons. En fait, je pense pour monsieur, madame, tout le monde. OK, je suis... Non, mais je te pose... mais en même temps, moi, c'est mon expérience. Alors, je suis d'accord, mais il est défini en général quand, mettons, tu définis ce terme. Oui. Mais je suis d'accord qu'au niveau du vocabulaire, il faut... Je pense que c'est niveau universitaire. Mais ça reste accessible, qu'importe ton domaine d'études et tes expériences, mais... Je pense quand même que c'est quelque chose qui est écrit avec un niveau de langage assez soutenu pour... Ouais, ce n'est pas dans les affiches accessibles pour l'ensemble de la population qu'on fait en santé publique. Mais après ça, effectivement. Mais tu vois, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, Guy, quand tu as dit, c'est ça, que c'était combiner le côté militant puis le côté académique. J'ai trouvé souvent
que le côté militant me heurtait. Puis ça va sonner. Me heurtait, ou en tout cas, du moins, je t'ai montré à quel point j'ai écrit dans le livre. Des fois, ça me sortait du propos avec lequel souvent j'étais d'accord, en fait. Puis c'est quelque chose que j'ai noté. Ah, t'as-tu le soleil dans les yeux? Ouais, vas-y. On va prendre une... vas-y, si tu veux réagir, Guy. Est-ce que tu veux donner un exemple? Oui. Par exemple, sur le travail du sexe, il y a un endroit où... En fait, le chapitre sur le travail du sexe, là, chapitre, mon Dieu, numéro 12. Il y a plusieurs endroits où... donc, le livre... Puis là, je reviens peut-être à plus général, mais le livre, je pense, a une position très pro-sexe. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, assumer, puis c'est dit. Ouais. Mais par rapport, par exemple, à la prostitution, souvent... là, j'ai perdu le fil. On partait de... Excuse. Le militantisme? Oui, le militantisme. C'est ça, oui. OK, c'est bon, parce que là, je suis parti sur 1 million d'affaires. OK. Fait que le militantisme... En fait, souvent, j'étais d'accord avec les positions, mais certains arguments où j'étais comme... Ben, je suis pas sûr que c'est exactement vrai. Par exemple, sur le travail du sexe, on comparait le travail chez Amazon à une job où on vit de l'oppression, puis on comparait ça avec le travail du sexe en disant, ben, vous voyez, il y a d'autres endroits où on va vivre de l'oppression, puis donc on devrait... L'argument était, puis là, c'est sûr que Dixit, c'est drôlement dit, là, mais on devrait, au même titre qu'on vit de l'oppression dans certains emplois, on devrait aussi pouvoir... en fait, on vit de l'oppression chez Amazon, on veut offrir des droits aux employés d'Amazon, puis au même titre que les travailleurs du sexe vivent de l'oppression, on devrait pouvoir aussi leur permettre d'avoir des droits. Mais en fait, je suis entièrement d'accord avec l'idée d'offrir des droits puis de décriminaliser la pratique du travail du sexe. Cela dit, je n'étais pas sûr qu'exactement la comparaison avec Amazon, des fois, était exactement véridique. Je veux dire, il y a quelque chose dans ça, puis là, c'est multiples exemples là, qui reviendront peut-être au fur et à mesure qu'on parle des différents chapitres, mais il y a de nombreux endroits où c'est ça, il y a une violence dans le travail du sexe, il y a dans le mode de vie, dans la société qui mène à ça, dans l'environnement qui l'entoure, qui est quand même, je trouve, pas tout à fait la même chose que de comparer ça à Amazon, où effectivement il y a de l'oppression, effectivement les gens se font exploiter, mais je trouve quand même qu'il y avait une certaine... c'est ça, des fois j'étais comme pas tout à fait d'accord avec les exemples qui étaient donnés ou les arguments qui étaient proposés. Mais c'est souvent dans ces moments-là que je jumpais, pendant que je lisais l'œuvre. Dans certains chapitres, là, pas tous, là, mais ouais, dans certains chapitres. Ben non, mais c'est important que tu le dises, puis que tu nommes, que tu t'exprimes sur cette, cette confrontation, ça t'a confronté. Puis je pense que c'est aussi probablement un objectif. Je pense que oui, bien sûr. Je pense que... Puis tu me corrigeras, mais qu'une certaine saveur provocatrice parfois, ou je sais pas si c'était volontaire, ou c'est peut-être moi. Là, c'est vrai. Ce que je pense qu'il faut comprendre d'abord, ou la prémisse, c'est que le livre, puis effectivement nommé là, dans le premier chapitre, l'ordre sexuel normatif, se base sur la théorie radicale de la sexualité, développée par Gayle Rubin, qui est une anthropologue, une femme butch qui a beaucoup travaillé dans les années 80, qui vient du milieu de... BDSM? Qui a travaillé sur le BDSM, mais qui vient du milieu de l'anthropologie, qui faisait des enquêtes ethnographiques d'abord sur les catacombes à San Francisco, donc les milieux BDSM des hommes gays, puis qui a ensuite beaucoup été impliqué dans les sex wars, ce qui opposait les féministes pro-sexe aux féministes qui étaient comme anti-sexualité, anti-pornographie, puis qui jugeaient que la sexualité était le lieu de l'oppression des femmes. Donc, ce que Gayle Rubin elle nous dit, c'est que, bon, il y a plusieurs endroits où les personnes peuvent être opprimées, puis entre autres, dans le travail du sexe, ça peut... S'il y a une sexualité qui implique une transaction, donc la sexualité transactionnelle, économique, si on veut, ça se peut que cette personne-là soit
victimes d'une oppression spécifique. Maintenant, je pense que où tu as été heurté, c'est dans la comparaison avec Amazon. Puis c'est intéressant parce que les employés chez Amazon, ben, ils n'ont pas cette... Tout le monde, oui, on dit oui, ils devraient avoir des droits, ils se blessent, ils ne sont pas syndiqués, ils sont dans des entrepôts, ils ont une surcharge de travail, puis ils n'ont pas accès à des droits, puis c'est des victimes aussi d'un système plus large, globalisant, d'une immense entreprise qui a un monopole. Dans un système économique aussi, c'est ça, exactement. Qui gagne, où on produit le capital sur le dos de personnes qui... qui ont moins de privilèges lorsqu'ils naissent dans les conditions dans lesquelles ils grandissent. Donc voilà. Donc, tu sais, comme ça, on le voit, puis on n'a pas de misère à le rationaliser. Quand on vient à parler de travail du sexe, on a plus de la misère à rationaliser les dynamiques d'oppression parce qu'on a des affects qui sont liés à ça. Puis c'est de ça dont tu parles aussi. Toi, tu t'es senti heurté. Heurté. Ça m'a happé. C'est plus happé que heurté. Bon, mais ça a réveillé des affects très clairement en toi parce que ça t'a sorti justement de l'argumentaire rationnel. Puis tu t'es dit, bon, là, c'est militant, ce n'est plus vrai. Parce que tu as parlé de vérité. Tu as dit, il me semble que l'argumentaire n'est pas vrai ou la comparaison n'est pas véridique. Ben, véridique. Mais non, c'est plus que c'était pas proportionné, à mon sens. C'est plus ça, tu sais. Il y a une surcharge symbolique quand on parle de sexualité. Puisque le livre dit, puisque Gayle Rubin nous indique, c'est que cette surcharge symbolique, si on veut analyser les dynamiques d'oppression qui ont lieu dans les rapports sexuels, qu'ils soient... non monogames, interraciaux ou qui impliquent une transaction financière, on doit se décharger de cette surcharge symbolique d'abord, parce que sinon ça va peut-être nous mener en erreur. Puis là, tu parlais justement de cette violence spécifique qu'il y a dans les milieux du travail du sexe, notamment genrée, une violence genrée. Mais pas seulement. Mais pas seulement, pas uniquement. Il y a une forme de prise de risque, il y a une forme de précarité, il y a une forme de... Puis, on y viendra, mais le concept de psychosexualité aussi est peu mentionné, en fait pas mentionné dans le livre, de cette charge affective qui vient avec une relation sexuelle. Mais on y viendra parce que tu as mentionné quelque chose dans la banalisation de la sexualité qui est mentionné par Chacha dans son premier chapitre sur l'importance de banaliser, décharger, comme tu le mentionnais un peu, la sexualité. Puis, je te laisse finir, mais après ça, on y viendra sur est-ce que ça se peut? Point d'interrogation. Moi, j'avais ce questionnement-là tout au long que je lisais l'œuvre. Je pense que dans une perspective d'analyser justement puis de comprendre quels sont ces rapports de pouvoir-là, je pense qu'on doit le faire. Maintenant, est-ce que ça se peut? On doit tenter de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit banaliser la sexualité dans notre vie personnelle et intime, quotidienne, mais quand on analyse des rapports de pouvoir entre différents groupes sociaux, là, on parle on veut des putains de droits, on dit il y a des personnes qui pratiquent le travail du sexe ici au Canada et qui ne sont pas protégées, qui ont fait ce choix-là délibérément. Si ça déplaît à plusieurs personnes, là, mais effectivement, il y a des gens qui choisissent. Après, je parle pas d'exploitation sexuelle, je parle pas de gens qui ne choisissent pas, je parle pas de... Il y a tout ce côté-là, mais ce qui est justement dit dans le chapitre, c'est que peut-être que si on les protégeait davantage, on n'aurait pas tous les côtés négatifs associés au travail du sexe. Donc, là, on a des gens qui choisissent ça, puis même malgré le fait qu'il y ait du consentement, que c'est des relations sexuelles consenties entre deux personnes adultes, il y a quand même un manque de protection légale et on n'est pas capable de réfléchir à ces dynamiques de pouvoir-là parce que c'est trop chargé, effectivement. C'est là que vient intervenir la banalisation. C'est dans l'observation, justement, de ces phénomènes-là, de ces dynamiques sociales-là, genrées, mais aussi dynamique de classe, dynamique raciale, tout ça, qu'il faut se doter des outils nécessaires. Et puis là, c'est une suggestion. Hein? On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que Gayle Rubin nous propose. Puis justement... elle a été parfois un peu oubliée, Gayle Rubin, dans les dernières années, en tout cas. Et c'est le fondement des théories queer. Là. Donc, normalement,
c'est des outils qui ont été reconnus, qui ont fait leurs preuves, puis qui sont fort utiles pour comprendre la sexualité. Maintenant, c'est ça. On peut être d'accord ou non avec ce qu'elle dit, mais c'est ce que le livre tente de proposer. C'est vraiment ce sur quoi... C'est le socle sur lequel se construit effectivement tout le reste du livre. Donc, tantôt, quand tu parlais de position pro-sexe, ben oui, il y a une position radicalement pro-sexe. C'est la théorie radicale de la sexualité de Gail Rubin qui nous enjoint de faire ça. Et puis tous les chapitres ont été pas mal, ouais. ont été pensés avec cette idée-là en arrière, ce paradigme-là, si on veut. Non, j'ai rien à rajouter. Je voulais juste, avant de repartir, je voulais juste m'assurer que tu avais assez d'espace pour réagir aux besoins. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes par rapport à la position pro-sexe. J'avais lu, je sais plus comment s'appelle cette œuvre-là, mais c'était, mon Dieu, ça a été adapté en pièce de théâtre. C'était justement sur le travail du sexe, mais ça avait vraiment une position abolitionniste, là, tu sais, et c'était pas, l'idée n'était pas de nuire à ces personnes. Ben, en fait, tout le monde, évidemment, se part de bonnes intentions là, lorsqu'il parle de ces sujets-là. Là, mais l'idée était vraiment de dire c'est tellement affreux ce qu'on vit lorsqu'on traverse une dynamique de travail du sexe que ça devrait pas exister. C'était ça un peu la prémisse de l'œuvre. Puis c'est drôle, j'ai lu ce chapitre-là. Puis bon, un peu, on y va, c'est ça. Là. Les autres chapitres, ça parle pas du travail du sexe, mais je suis arrivé dans ce chapitre-là avec un peu cette historique-là de lecture dans ma tête, en me disant, c'était écrit par deux femmes, je pense, l'œuvre. Je pense pas n'avait vécu du travail du sexe. Là, mais peut-être que oui. En tout cas, celle qui avait écrit, je parle l'œuvre dont je parle, okay. Je pense pas qu'elle n'en avait vécu. Okay. Je parle pas des personnes qui ont écrit le roman dont on parle aujourd'hui, l'œuvre dont on parle aujourd'hui. Je parle vraiment de l'autre œuvre dont je me souviens plus le titre. Mais donc, je suis arrivé un peu de cette façon-là. Puis c'était vraiment intéressant de voir effectivement une vision complètement différente avec une proposition de syndicalisation. Mais quand même, je restais avec cette questionnement-là de est-ce qu'on peut vraiment retirer la violence qui, malheureusement, je pense, on peut dire, vient avec la majorité du travail du sexe qui a cours au Canada en ce moment, tu sais. Ou en tout cas, une bonne partie de personnes vivent des traumatismes dans ce travail-là. Puis aussi, au niveau affectif, quand même, là, de reproduire un échange affectif au niveau de la sexualité avec une autre personne. Est-ce qu'on peut vraiment retirer ça du travail du sexe pour que ça devienne vraiment quelque chose de purement transactionnel avec une charge qui est la plus facile à vivre pour les personnes qui font ce travail-là? J'avais vraiment ce doute-là quand même en lisant cette partie-là. Puis, je sais pas, spontanément... Mais spontanément, moi, j'aurais envie de dire dotons-nous des outils pour essayer. Ouais. Parce que là, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Puis on ne se dirige pas vers l'abolitionnisme. Puis je comprends cette proposition-là, par exemple théâtrale, de dire personne ne devrait avoir à vivre ça, c'est horrible, etc. Il y en a des témoignages de gens qui vivent ça très difficilement, effectivement. Mais il ne faut pas silencer non plus les voix des personnes qui vivent ça de manière positive et qui en retirent personnellement, professionnellement, économiquement, beaucoup de compétences, de joie aussi et de développement personnel et professionnel. Là. Donc, il y a plein de gens qui payent leurs études avec ça. Il y a plein de gens qui gagnent leur vie. Là. Exactement. Que ça soit temporairement ou pour une longue période. Là. Donc, faut pas non plus faire comme si ces témoignages-là n'existaient pas. Donc, effectivement, il faut prendre l'entièreté. Et c'est bien ça le défi aussi de cet enjeu-là, c'est de prendre l'entièreté des témoignages. Donc, au niveau du travail du sexe, qui sont très, très disparates, mais qui, le pari des personnes qui sont pro-travail du sexe, c'est de dire, mais si on avait des droits, puis si on avait un système qui nous protégeait, puis si on pouvait se protéger surtout entre nous, là, parce qu'on ne veut pas non plus d'un système qui impose, par exemple, sa vision de qu'est-ce qu'est la santé, qu'est-ce que les droits, qu'est-ce que la santé au travail, par exemple, puis qui impose plus de restrictions, finalement, que d'autres choses. Donc, si on pouvait, entre nous, par exemple, se syndiquer, puis se protéger, puis se doter des outils nécessaires pour faire notre travail en toute sécurité, ben peut-être qu'il y aurait moins de ces témoignages de violence
qui sont faites envers les femmes. Mais c'est ça, puis ça me faisait penser un peu à la... en fait, j'y voyais un certain... Puis le lien va finir par arriver, là, mais ça me faisait penser un peu au chapitre sur le chemsex. En fait, plus par rapport à notre approche, par rapport aux drogues, en réduction des méfaits. Mm-hmm. Je me demandais, est-ce que c'est plus vers ça qu'on voudrait tendre par rapport au travail du sexe? Mais encore là, ça part d'une posture morale, je le sais, malgré tout, une réduction des méfaits. Je comprends qu'on est dans un accueil holistique, mais il y a quand même une conception qu'il y a des méfaits, juste dans le titre, qu'il y a des méfaits qui viennent avec la pratique du travail du sexe, au même titre qu'il y a des méfaits qui viennent... en fait, il y a des méfaits qui viennent avec la consommation de substances et dans le même esprit, il y aurait des méfaits qui viendraient avec une approche de réduction des méfaits pour le travail du sexe. Mm-hmm. Et où, finalement, on aurait vraiment une approche holistique où on prendrait en charge au complet la personne. On prendrait en charge où on a une vision que cette personne a besoin d'être logée, elle a besoin d'un environnement sécuritaire, elle a besoin d'un tissu social, elle a besoin de mettre du pain sur sa table et tout. Puis, où finalement, il y aurait une idée de défense des droits, mais tout en étant conscient quand même que c'est un mode de vie qui, malheureusement, vient avec une certaine dynamique de violence parfois, ou assez fréquemment, comme on le sait. Ouais. Donc, au-delà de ces débats-là que tu nommes, sur la lexicologie, là, de dire est-ce que ce sont des méfaits, est-ce que ce sont des risques, est-ce qu'on présuppose donc qu'il y a des risques ou des méfaits liés à la consommation avant même qu'ils ne se soient présentés. Au-delà de ça, c'est une approche pragmatique aussi. C'est de dire, les gens, ils continuent à consommer. Il y a une forme d'addiction. On parle de troubles de l'addiction, par exemple, où on dit là, la personne, elle a peut-être... un trouble de dépendance, là? Ouais. Donc, d'usage, en fait. Trouble d'usage de substances. Donc là, on va dire, c'est pas non plus toujours son choix, par exemple, de consommer. Vraiment, c'est vrai qu'on retire de la gentilité, là, c'est sûr, dans cette posture-là. Mais c'est là c'est intéressant, dans cette posture-là, où on en redonne aussi en disant, c'est toi, si tu veux continuer à consommer, tu peux... en réduisant autour de toi les dommages que ça cause sur ton environnement immédiat, tes relations sociales, ta personne, ton corps, les substances. Il y en a certaines qui sont très dures pour le corps et l'esprit. Et donc de réduire un peu ces risques-là, si c'est ce que tu souhaites aussi. Donc, c'est toujours avec... on essaie d'aller chercher l'agentivité de la personne et non de lui imposer une prescription d'abstinence. Donc là, maintenant, tu vas arrêter et puis tous tes problèmes vont être réglés. C'est pas vrai que ça fonctionne comme ça. Bien sûr. Et oui, donc, effectivement, la réduction des méfaits pourrait être une avenue intéressante pour... moi, je pense qu'elle est intéressante dans notre gestion sociale et collective de la consommation de substances chez des personnes pour qui je parlais du travail du sexe, je faisais le parallèle, là, mais il n'y en a pas des méfaits pour tout le monde dans la consommation de substances puis dans le travail du sexe. Par contre, effectivement... Mais je pense qu'on peut dire que c'est une tendance lourde. Dans la dynamique sociale actuelle, où on est en train de criminaliser la possession simple, la consommation de substances, le travail du sexe, ça aussi, c'est des méfaits. C'est là où, aller en prison, avoir une amende, ça peut être... C'est pas blanc ou noir, la criminalisation. T'sais. En fait, criminaliser, OK, il y a le code légal, effectivement, mais après ça, tu peux... C'est un ensemble d'environnements... légal, puis aussi d'environnement, de circonstances de vie, qui font qu'on est plus ou moins affecté ou plus ou moins, c'est ça, atteint par ces dynamiques-là, que ce soit le travail, le chemsex, puis on viendra aux autres chapitres aussi, mais on a comme dérapé pour commencer sur ça, mais c'était probablement ça que ça allait faire de toute façon, mais où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que en santé publique, on étudie souvent les déterminants sociaux de la santé, que tu connais peut-être. Bref, l'ensemble des circonstances de vie qui font qu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Que ce soit donc plus proche des individus, leurs habitudes de vie, l'éducation qu'ils ont eue dans leur enfance. Puis là, on élargit un peu le quartier dans lequel ils ont grandi ou le quartier dans lequel ils vivent, le niveau de sécurité, les parcs autour, les espaces verts, le niveau de richesse. Ensuite, l'offre en emploi dans l'environnement, le réseau scolaire, le réseau de garderie pour les enfants. Puis là, on élargit encore plus dans les grands systèmes, là, le système de santé, le système judiciaire, si c'est un système public
public, système scolaire, encore une fois, puis même encore plus, là, on peut être dans plus le système démocratique, puis le contexte global dans le pays, c'est un contexte de paix, de guerre, puis les marchés économiques, le contexte économique du pays. Puis par rapport au travail du sexe, puis consommation de substances aussi, c'est que tu parlais de effectivement, on peut concevoir que les personnes font le choix, mais la question aussi que j'avais pendant que je lisais ces chapitres-là, c'est quel est l'éventail des choix qu'on a selon les circonstances dans lesquelles on évolue. Puis c'était une des choses aussi qui m'habitait en lisant cette section-là. Puis après ça, ben, je pense qu'effectivement, on peut aboutir à faire ces choix-là, peu importe les circonstances dans lesquelles on grandit, mais c'est ça. OK. Moi, j'avais envie de savoir, Eliane, c'est quoi ton chapitre préféré? Oh, tu me mets on the spot. Mais j'ai vraiment aimé ton chapitre. Pas pour te lécher les bottes, mais j'ai trouvé vraiment intéressant. Parce qu'en fait, je connaissais rien du cruising. Fait que tout l'aspect de comment ça fonctionne, j'étais curieuse parce que je me disais, hey, comment ils font pour comme se balader, puis il y a quelqu'un, puis il s'identifie, puis ça marche. Déjà, ça m'intrigue. Puis après, tout comment tu as expliqué le contrôle des espaces, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai aimé le chapitre... Bon, je sais, Fred, moi, aimé certains chapitres, mais j'ai aimé le chapitre sur la sexualité aussi. La sexualité? Ouais, la sexualité et la bisexualité, juste pour tout ce qui redéfinit nos relations. Puis ce chapitre sur le polyamour, juste comment on concevait nos relations, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est mes 3-4 préf. Voilà. Il y en a que je trouvais un peu plus ardu à lire. Celui sur le consentement. Et la justice transformative, je me rappelle avoir lu. Je trouve ça super intéressant, moi, la justice transformative puis restaurative. Embarque. Parce que j'ai lu 2 fois, j'étais là, OK. Mais non, mais j'ai compris, mais en même temps, je me disais, ça, c'est le bout qui est moins accessible, en fait. Ça sous-entend comprendre ces concepts puis avoir des exemples, parce qu'il n'y avait pas d'exemples, fait que j'avais la misère à contextualiser. Ben, ouais, je trouvais intéressant qu'on... Ben, OK, parlons du chapitre 4, donc culture du consentement, mais effectivement, je trouve... Première des choses, avant même qu'on aille vers justice transformative et restaurative, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on mentionne le double rôle, généralement, d'agresseur et d'agressé, qui est fréquent au sein des communautés, ben, en fait, au sein de la société, puis quand même, en bonne partie aussi pour les personnes avec, comment dire, une expression de genre plus masculine, là, mais ou sinon homme cis, homme trans, là, qui vont parfois avoir été socialisés de cette manière-là dans une sexualité débridée puis irrépressible. Ouais. Ouais, je pense juste recadrer les hommes cis. C'est vrai que... Mais il y avait un moment... oui, je dis ça parce que... Oui, il parle des lesbiennes, mais il parle aussi du fait que les hommes trans, en se socialisant comme hommes, peuvent parfois reproduire. Mais effectivement, que c'est pas... On s'entend que les principales... personnes ciblées ici, c'est effectivement les principaux agresseurs, ce sont des hommes cis, on est d'accord. Mais c'est juste que le chapitre mentionnait à un moment qu'il y avait parfois une adoption, ou comment le dire, une reproduction finalement des rôles de genre au terme de la transition, pendant la transition. Ouais, d'accord. Mais c'était juste... Ouais, c'est ça, parce que vu que tu parlais de la socialisation... Oui, non, mais on s'entend. Il y a plusieurs éléments délicats. C'est une nuance importante à apporter, parce que c'est vrai que les hommes... trans ont souvent été socialisés au départ pas comme des hommes, là, donc ça marque aussi leur parcours. Puis ils peuvent avoir aussi vécu des violences sexuelles. Effectivement. Moins, ou toute autre violence, pas seulement sexuelle. Là, mais... Puis c'est ça, le chiffre là, dans le chapitre, c'est aussi 96. Presque 97% des agresseurs sont des hommes cis. Puis c'est intéressant parce que le mot agresseur est souvent le livre au complet. Des personnes, c'est ça, personnes commettant des agressions. Oui, non, mais c'est ça. Ben non. Justement, il y a un choix éditorial, ou en tout cas, moi, je l'ai noté à un moment donné qu'on dit agresseur et que c'est pas agresseur, agresseuse ou personne commettant des agressions. C'est vraiment agresseur qui est répété à quelques endroits. Puis je pensais que c'était peut-être une posture de la personne, de l'auteur ou de l'autrice. Là, j'ai son nom, mais à moins que ce soit juste Capone. À moins que ce soit la source. Puis là, ils peuvent pas utiliser agresseur, fait qu'ils doivent utiliser agresseur. Je l'ai noté. Faudrait voir. Des fois, j'allais voir la source. La citation, c'est « Les hommes cis représentent 96,8% des personnes commentant des agressions. » Ouais, mais c'était pas une citation. Là. C'était vraiment pas une citation, c'était page 134. C'est moi qui la cite, mettons. Laquelle? 134. 133.
Mais moi, non, mais ce que je veux dire, là, j'ai encerclé le mot auteur, puis j'ai dit que c'était un choix éditorial. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit. Puis, page 134, c'était pas une citation, ça disait juste cette généralisation, si elle fait référence à une situation qui existe, invisibilise le fait que la majorité des survivantes connaissent l'auteur et non l'auteur. Oui, puis on parle de survivance aussi. On parle de... Survivante? Ouais. Non, OK, on parle de survivant-survivante. Ouais, mais je dis, on parle de survivance. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un choix... Au lieu de dire victime. Oui, tout à fait. Ben les violeurs. Effectivement. Il y a aussi les violeurs à la fin. Ils ne sont pas inconnus, c'est au masculin. Ben oui, puis c'est ça. C'est un choix intéressant quand même en termes de rédaction. Mais effectivement, si on y vient plus à la justice transformative, restaurative, c'était vraiment intéressant, c'est ça, qu'on parle du droit pénal actuel qui vise, en fait, où les personnes sont jugées par rapport à une atteinte au droit et où en justice restaurative, on parle plutôt d'une atteinte à la personne plutôt qu'au droit, qui est comme un concept assez abstrait, là. Et cette idée-là, quand même, de retourner un peu la justice est intéressant. Puis ensuite, on parle donc de justice transformative où c'est bien beau de punir les gens qui commettent des agressions, mais ultimement, il faut surtout transformer la société qui leur a fait commettre ou qui les a socialisés à commettre des agressions. Puis ça, je trouvais vraiment que cette vision-là était intéressante. Là où j'ai peut-être plus accroché, puis en tout cas, du moins, je ne sais pas ce que vous en avez pensé ou ce que vous allez en penser, mais c'était plus sur où on avait comment dire, on parlait des dénonciations en ligne, puis on parlait que c'était une forme de remplacement du système pénal, puis qu'il y avait comme une... comment dire, condone là, en anglais, mais l'auteur endossait finalement ces dénonciations-là en ligne et endossait aussi le fait que ça pouvait remplacer le système judiciaire. Puis quand même, bien que je trouve effectivement horrible, là, généralement, le processus des survivantes qui doivent aller témoigner, qui sont pas crues, qui vont mal être reçues par la police. Vraiment, mais quand même de questionner la présomption d'innocence, puis aussi une forme d'organisation qu'on a. Ça, quand même, c'était intéressant, je trouve. Puis j'étais happé, là, vraiment, par cette section-là. Là. Toi, Eliane, est-ce que t'as des... Comment tu t'es senti par rapport à... Est-ce que ça t'a happé, Non, je trouvais ça cet intéressant. endossement-là? Du mouvement MeToo, puis aussi comment ça... Non, moi, j'étais d'accord avec Fred. Ce que je critiquais plus de l'approche transformative... Est-ce que tu trouvais que questionner le système judiciaire, c'était quand même audacieux, là, ou du mouvement MeToo, ou tu veux dire, au niveau que de la les dénonciations en ligne pouvaient se substituer ou même étaient encore une façon de redonner encore plus de pouvoir... ce qui n'est pas faux, là, donner du pouvoir aux victimes, ça, je suis d'accord, mais que ça pouvait se substituer au système judiciaire, quand même, je trouvais que c'était... je me suis dit à quel point c'est efficace. J'ai pensé à Safia Nolin là, quand elle avait dénoncé Marie-Pierre Morin. Puis au final, Marie-Pierre Morin, me semble qu'elle a repris sa carrière comme si de rien n'était et qu'au contraire, Safia Nolin évidemment, a vécu énormément de backlash. Aussi, je l'ai écrit au début du chapitre. Je pensais beaucoup à elle. Puis d'ailleurs, il en parlait de Safia Nolin dans les chapitres plus tôt, mais justement parce que vu qu'elle dénonce publiquement, elle reçoit beaucoup plus de backlash. On peut se demander, est-ce que c'est parce que c'est toujours mieux reçu quand c'est une femme cis, blanche, qui est belle et dans les standards de beauté, qui vit une agression. Parce que là, quand c'était Safia Nolin, on disait « mais Marie-Pierre Morin est tellement plus belle, entre guillemets, que toi. » Comme sûrement qu'ils ne percevaient pas Safia Nolin comme une personne désirable. Fait que je sais pas si c'est... Pour moi, ça remplace pas du tout, mais je trouve que même, au contraire, souvent, c'est pas à la hauteur. Mais je comprends l'importance du mouvement en soi et qu'est-ce que ça peut apporter. Oui, toi, Guy. Je trouve ça super intéressant, justement, de dire, au-delà de est-ce qu'on endosse ou est-ce qu'on n'endosse pas, donc Eliane nous rappelle, est-ce vraiment efficace? Peut-être que ça pourrait nous Qu'est-ce indiquer... qui n'est pas efficace? Tu veux dire le système judiciaire? Non, c'est-à-dire les listes, par exemple, de dénonciation sur son Internet. nom, puis ces pages-là. Donc Eliane nous rappelle que c'est pas nécessairement efficace non plus, tu sais, parce que là, on dit, bon,
Donc, il y a un constat. Les institutions judiciaires qui sont présentes ont abandonné les femmes ou à leur sort, ou les survivants d'agressions sexuelles, et depuis des années. Et en fait, on le sait. Donc, puis on a des réformes en cours, mais c'est toujours insatisfaisant là, quand on pense aux chiffres. Là, quand on connaît les chiffres du nombre d'agressions sexuelles qui actually mènent à une enquête, qui actually mènent à une condamnation, déjà dénoncer, c'est difficile, puis il y en a plein qui ne sont pas dénoncés, parce que quand tu dois aller dénoncer, tu dois aller raconter ton histoire. À peu près qui est dénoncé. Tu dois aller raconter ton histoire, revivre la situation, la plupart du temps, à des hommes, dans une situation où dans un contexte qui n'est pas propice du tout à te sentir en sécurité. Là. Et puis tu es invalidé constamment. Tu te fais constamment invalider, tu te fais constamment dire « Es-tu sûr? » Remettre en question. Tu te fais constamment remettre en question. Puis ensuite de ça, ben, ça va au procès. Encore une fois, on va constamment te remettre en question ton vécu. Puis là, c'est super complexe, cette ligne-là du consentement, juridiquement, où on la place, où on la trace. Y a-t-il eu consommation, oui ou non? Est-ce qu'il y a un consentement au début, il a été retiré? Moi, je pense beaucoup aussi, quand je pense à cette histoire-là, à Alice Paquette, là, qui avait dénoncé un politicien. Fait que là, c'était une étudiante du cégep contre un politicien, une étudiante qui l'a dénoncé publiquement, puis qui a été dans une tourmente médiatique horrible et judiciaire aussi horrible par la suite. Donc, un homme en situation de pouvoir, donc, qui avait agressé une étudiante qui essaie juste de faire sa vie, là, puis aussi de payer ses études. Qui est en position de soumission. Mais dans un contexte de travail du sexe aussi. Là, ah, OK. Ben, de ce que j'en comprends. Ah, OK. Mon Dieu, je connais pas bien ce cas-là. Ben, donc, son professeur... Non, c'était pas son professeur, c'était un politicien. Ah, excuse-moi. Jerry Sklavounos avait l'habitude d'avoir des pratiques sexuelles avec des travailleuses du sexe. Fait que là, puis là, les travailleuses du sexe sont pas protégées, justement, juridiquement. Donc, il y a tous ces enjeux-là, justement, pour faire des liens avec le chapitre précédent. Donc, à partir du moment où il y a un constat que les institutions judiciaires qu'on a présentement, le système de justice ne fonctionne pas, abandonne les survivantes, c'est sûr, moi, je ne vais pas dire que je condamne ou que j'endosse les pages de dénonciation ici au podcast, mais je comprends... Toi, Guy, là, qu'est-ce que t'en penses? Je comprends pourquoi bien sûr, on cherche d'autres moyens de se faire justice, parce que cette justice-là, ce système de justice-là, ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'on peut condamner difficilement? Endosser, là, effectivement, il y a un autre débat. T'as dit... Eliane, et avec raison, parfois c'est pas vraiment plus efficace, puis comme Alice Paquet et Safia Nolin ont vécu un backlash immense, mais aussi elles ont fait quelque chose de super courageux et qui encourage et qui travaille à cette transformation-là, quand on parle de micro-révolution ou de transformation de la culture générale du viol qui court dans notre société, ben ça passe par là aussi, ça passe par des prises de parole publiques, puis par rapport à ça, je pense que c'est un grand gain, justement. On peut pointer, bon, effectivement, c'est pas toujours efficace, mais il y a des avancées qui n'auraient pas été possibles sans ces pages-là. Mais mon questionnement, c'est peut-être parfois ouvrir à la colère de la foule, tu sais, dans un... C'est là où, tu sais, cette... Quoique, tu sais, je comprends en même temps que ce qui était intéressant dans le livre, c'est qu'on mentionnait que ça permettait justement de faire peur aux agresseurs, d'une certaine manière, puis de leur faire revivre... Renverser la honte. Exactement. Puis de leur faire revivre un peu toute la violence qu'ils ont fait subir à la victime. Cela dit, c'est ça. Tu sais, Puis je pense que, c'est drôle, on parlait, c'est ça, de Marie-Pierre Morin, Safia Nolin. Quand même, tu sais, oui, effectivement, Marie-Pierre Morin est finalement revenue dans l'œil du public éventuellement, mais il y a quand même eu une période vraiment de retrait. Oui, puis mon Dieu, comment dire, de déchaînement sur les réseaux sociaux, d'insultes, puis Contre Marie-Pierre Morin? Ben oui, des blagues, puis des caricatures, puis des commentaires sur les réseaux sociaux, puis on faisait des jokes de requins au bye-bye, c'était Marie-Pierre Morin le requin qui allait mordre tout le monde dans le bar, puis quand même, je dirais, il y a eu une mobilisation contre elle pendant un certain temps. Est-ce qu'ici, on ridiculise l'agression qu'a vécue Safia Nolin ou on se moque de Marie-Pierre Morin? Moi, je le voyais plus comme on ridiculisait l'agression puis qu'elle était minimisée, que c'était à en faire une blague comme ça. Moi, si j'avais été Safia Nolin, j'aurais pas apprécié, je pense.
Franchement, je connais pas aussi bien que ça l'histoire, là, mais c'est drôle, je l'avais pas perçu de même, mais c'est oui, intéressant. Puis dans tous les cas, ça demeure des hommes qui hérissent d'une femme, parce que dans ce cas-ci, bon, la personne qui a commis l'agression est une femme. Donc là, on s'en permet aussi un peu plus, parce que quand c'est des hommes qui sont dénoncés, par exemple dans le milieu de l'humour, on a beaucoup vu ça. Julien, il n'y a pas d'hommes humoristes qui ont fait des blagues là-dessus. C'est vrai. Donc, à ma connaissance. Je pense qu'ils n'ont pas fait de blague parce que c'était leur ami puis qu'ils étaient peut-être qu'on s'est moins permis. Peut-être qu'on s'est moins permis de se moquer à ce moment-là de l'agresseur. Mais je pense qu'il y en a eu. C'est lequel qui montrait sa graine partout là où il travaillait? Eric Salvaire. Ouais, ils en ont fait des blagues sur lui. Parce que là, c'est un homme gay. Ben oui, c'est ça. C'est une victime plus facile. Victime. C'est-à-dire que c'est un bouc émissaire plus facile. Bien sûr. Puis lui aussi, intéressant. Il est encore retiré de la vie publique. C'est-à-dire que je suis pas en train de valider ses comportements, mais je pense que quand on est une femme, quand on est un homme gay, quand on est un agresseur qui fait partie d'un groupe minorisé ou qui est plus facilement la cible d'agression, pas d'agression, mais de blagues ou tout ça, ben là, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est toute cette question-là des privilèges que tu nommais tout à l'heure, où, bien sûr, forcément, Marie-Pierre Morin aussi a eu un backlash de cette situation-là, mais puis c'est pas une compétition de qui a le plus de privilèges, qui en a le moins, puis qui a plus de backlash, puis qui en a moins. Mais je pense que c'est sans commune mesure à ce que Safia Nolin a vécu et continue de vivre et avait déjà vécu par le passé avant que cette situation-là arrive. Donc, il n'était pas seulement l'œuvre de Marie-Pierre Morin, qui était l'œuvre aussi de toutes les personnes qui étaient intolérantes face à Safia Nolin, puis ce qu'elle était, ce qu'elle représentait, puis son œuvre musicale aussi. Donc, je pense que là, la question des privilèges est intéressante à observer pour comment on fait la part des choses et par rapport aux personnalités publiques aussi. Ouais. Mais t'en parlais dans ton chapitre dans aussi, le chapitre, Joël Legendre. On revient sur la situation qui est arrivée avec Joël Legendre. Sans vous allez dans les détails. Sans aller dans les détails, puis parce qu'on ne veut pas non plus remuer cette situation-là qui, je pense, a été très difficile pour lui. Et de toute manière, on prend son bord. En fait, on dit que ça on a tous envie d'y faire un gros câlin puis de dire c'est correct, tu n'étais pas dans le tort, tu vivais ce que tu avais à vivre aussi. Là. Donc, oui, ça a été très, très difficile pour lui. Et puis là, ce qu'on dit ici, c'est parce qu'il est gay, puis parce que c'est de la sexualité en public, il a vécu un backlash qui a été beaucoup plus grand que si, par exemple, un homme hétérosexuel avait été épinglé avec sa copine dans un char sur le Mont-Royal, là, à avoir une relation sexuelle. Donc, même connu. Il se serait probablement pas retiré des médias. Donc, puis aurait fait de la thérapie, puis serait revenu dans un grand comeback en pleurant à la télévision, en disant... Ce qui est arrivé un peu quand même avec ce qui est arrivé avec Joël Legendre. Joël Legendre a fait ça. Mais tu dis qu'un homme hétérosexuel n'aurait pas pleuré devant tout le monde en disant c'est une part d'ombre en moi, j'ai fait de la thérapie, j'ai brisé ma famille, j'ai déçu mes fans. C'est comme... ça ne serait probablement pas passé comme ça. Il y a fort à parier. Puis évidemment que, comme nous qui sommes des gens du public, on n'a pas l'histoire au complet du tout non plus, par rapport à ce qu'il a traversé et ce qu'il a vécu. Effectivement. Oui. Il était en couple avec une femme à ce moment-là? Non, il était en couple avec un homme. Avec qui il avait des enfants et tout. Là. OK, mais on sait tellement pas c'est quoi leur organisation de couple. Non plus. Non, mais en parlant d'impunité... Il y a probablement une norme qui avait été imposée de penser que c'était un couple monogame, mais ça, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Juste une parenthèse sur l'impunité des agresseurs. On peut penser à Donald Trump, futur et ancien président, que ça ne change rien. Qui est enregistré quelques jours après cette annonce catastrophique de la réélection de Donald Trump. Donc, on a une pensée pour... toutes ces victimes. Oui, et les 4 années prochaines aussi. Et ses futures victimes. Mon Dieu. C'est une belle transition vers ton chapitre, Guy. Quand je parlais d'entrée de jeu, justement, des fois, des comparaisons, tu vois, c'était une des choses qui m'avait happé pendant que je lisais ton chapitre. C'était justement où on comparait la sexualité hétérosexuelle qui était effectivement banalisée en public, qui relevait pas nécessairement... qui était banalisée, oui, ou du moins qu'on remarquait pas en public autant qu'on pouvait remarquer une sexualité... autre que hétérosexuel, disons. Là.
Et on faisait un peu, finalement, le lien avec le fait que, que c'était tout à fait acceptable. Puis, en fait, qu'il n'y avait pas de raison de ne pas accepter une sexualité différente en public, du moins, ou pas en public, mais dans la sphère publique, disons, parce que c'est pas nécessairement aux yeux et aux vues de tous, là, c'est pas de tous. Mais c'est ça, tu sais, j'essayais de penser, puis effectivement, il y a la fameuse histoire du parking, puis de relations sexuelles dans la voiture, mais que tu as mentionné. Mais j'essaie de penser à autant d'anecdotes que j'ai de moi comme homme gay qui a quand même été... qui a su aussi, dans mon travail de médecin qui travaille avec des hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, autant de dynamiques de sexualité en public. Je trouvais personnellement qu'il n'y en avait pas autant quand même dans le monde hétéro que dans le monde gay. Même si, effectivement, on les tolère peut-être plus que celles qui sont plus dissidentes sur l'ordre sexuel. Ben, je pense qu'elles sont beaucoup plus cachées. C'est-à-dire qu'il y en a. Dans tous les cas, il y en a. C'est juste qu'au niveau... Tu veux dire hétéros qui sont plus cachés? Non, au contraire. Ouais. La sexualité dans les lieux publics, mais qui a quand même cours en privé, donc dans des espaces restreints, plutôt privés, mais qui ne sont pas de l'ordre de la propriété privée, donc qui sont dans l'espace public, donc qui sont cachés, qui sont intimes, qui ne sont pas au su et au vu de tous, comme tu l'as dit. Il y en a. Oui, oui, mais on est ça, d'accord. C'est aussi, si on fait le comparatif avec toute la visibilité de la sexualité hétéro, qui est tellement partout qu'on s'en rend même plus compte qu'elle est là. Tu sais, dans le chapitre, on parle même de la création des banlieues. C'est basé sur la famille homme-femme. Tu sais, c'est... Ouais, ça, je trouvais que c'était quand même étiré. Là, mais on pourrait aller jusqu'à dire ça. C'est fort de café. On ne sait pas. Ouais, mais il y a des couples LGBT qui vivent dans les maisons de banlieue aussi. Là. On pourrait dire que c'est des couples qui sont homonormatifs aussi ou qui ont adopté ce modèle-là proprement hétérosexuel. On ne sait pas comment la ville ou l'urbanisation ou l'aménagement de l'espace se serait développé dans une société où l'homosexualité et la norme récemment aurait été... où l'homosexualité aurait été récemment complètement acceptée. Tu sais, comme nos villes actuelles en Amérique du Nord se sont beaucoup développées dans les années 60, 70, 80, à une époque où c'était la famille, c'était le couple hétéro, et puis on a aménagé l'espace en fonction de ça. Ça aurait été peut-être différent si ça avait été autrement. Peut-être qu'il y aurait des espaces dédiés au cruising si on avait permis que l'homosexualité soit vécue si les personnes queer avaient eu voix au chapitre dans les dynamiques d'urbanisation puis d'organisation de l'espace, par exemple municipal. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça se serait développé différemment, mais ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, l'hétérosexualité, elle est partout, elle est la norme. Et donc, quand tu dis, oui, il y a plus d'histoires entre des hommes gays, par exemple, qui ont de la sexualité dans l'espace public, oui, mais c'est toujours caché. Alors que les hétérosexuels, c'est toujours ouvertement. C'est pas de la sexualité... quel genre de sexualité tu parles, toi? Mais qu'est-ce que la sexualité? C'est là qu'on est. Mais c'est évidemment que là, on tombe... c'est sûr que... on s'entend... Ouais. Oui. On s'entend. Qu'est-ce qui relève mais se tenir la main dans la rue, je veux dire, tu sais, je considère pas que c'est un acte sexuel, là. C'est d'affection, tu sais, ou un bec-chasse, là, mais... Comment dire, un acte de haute intensité de deux individus hétérosexuels, c'est quand même pas si fréquent d'en voir en public, là, à part, disons, un gros baiser, là, puis... je sais pas, vous avez jamais vu des fellations de couples hétéros dans leur auto? Ah, non, moi jamais. Ah ouais? Fréquemment? Plus, en tout cas, j'ai jamais vu des hommes, mais il y en a moins, là. Mais, ouais. Tu passes, tu te promènes, puis là, il y a des gens... dans le noir, dans une auto. Ouais. Mais des fois... ouais. Mais j'ai vu ça aussi pour deux hommes, tu sais, comme... Ah, OK. Je veux dire, je pense que c'est... Puis encore là, c'est quand même caché, tu sais. Peut-être parce que t'as l'œil. C'est sûr que je les remarque plus. Si tu sais où chercher, tu vas en voir. De la même manière que de la sexualité hétéro, si on sait où chercher... Il y en a, là. Voyons des couples qui... mais bien sûr! Sur la plage, dans des cabines d'essayage. Mais mon message est que j'ai pas l'impression que c'est moins caché que du cruising. Mais ce qui est moins caché, c'est d'autres types de sexualité, peut-être. Par exemple,
qu'est-ce qui est de la sexualité? C'est là qu'on Puis était. là, c'est le chapitre des plaisirs, ça, parce que où on tombe plus dans une dynamique corporelle. Mais même visuel. Pas seulement génital. Visuel. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, puis que je passais au centre d'achat avec ma mère devant le magasin La Senza, elle me cachait les yeux. Oui. Ben, je pouvais... C'est pour ça que tu comprends. C'est pour ça que je suis c'est ça. C'est pour ça que je suis pas intéressé envers les corps féminins ou femmes, de femmes, en tout cas, peu importe. Oui, dans les normes. Là. Donc, parce qu'elle jugeait que c'était inapproprié pour mon âge, parce que ça faisait partie de quelque chose qui était sexuel. Ouais. Des femmes en sous-vêtements, puis aussi, donc, très... des poses suggestives, tout ça. Jamais, tu sais, il y a ça pour les hommes, ou en tout cas, ça s'inscrit dans un processus de plaisir, si on veut, scopophilique, là, c'est un mot un petit peu... Oui, là. Donc, un plaisir visuel, mais qui est très male gaze aussi, tu sais, comme l'homme qui voit la femme, puis qui, comme, c'est comme ça qu'on vend des sous-vêtements. Alors que les sous-vêtements d'hommes, c'est comme les femmes n'ont pas besoin de voir des beaux gars, tu sais. Mais maintenant, bon, je pense que la tendance, c'est peut-être renversée, où il y a une évolution. Sex sells, dans les deux cas. Sex sells dans les deux cas, mais souvent hétéro-sex sells. Oui. Dans l'espace public. Ça, on est d'accord. Donc, les publicités. Mais moi, là, dans les publicités, dans les messages, dans la télé-réalité. Tu sais, comme on a toujours été éduqués avec des images quand c'est sexualisé, c'est hétéro. Mais à l'inverse de la position qui est prise dans le livre, au lieu de dire ça en prend de toutes les diversifications de cette offre-là dans la société, moi, c'était plus, c'est nécessaire, tu sais. C'était plus ça, des fois. Puis je trouvais que... Puis là, bon, je fais un gros parallèle, mais le chapitre sur l'aromantisme et la sexualité, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était comme un des seuls chapitres où on avait une vision un peu différente de, justement, cette banalisation-là de la sexualité, alors que moi, j'y vois quand même un caractère pas banal à la sexualité, peu importe ce qu'on en dise, finalement, tu sais. Moi, après, j'ai des questions sur le cruising. Là, parce mais on revient au cruising après, mais je trouve qu'il y a des liens à faire avec le cruising qui est quand même une certaine forme aussi de libération de la sexualité. Vas-y, Hélène. OK. Comment vous savez, je sais pas si vous le faites, mais sûrement tu sais comment ça fonctionne vu que tu as écrit le chapitre dessus un peu. Comment vous savez où aller? Ou genre, comment vous savez... Ben, c'est connu. Oui, mais comment vous le savez? Tu viens de comment? Tu connais personne. Comment tu sais, là? Ben, faut que tu apprennes à connaître des gens. L'entrée dans le milieu peut être difficile pour des personnes qui ne sont pas initiées d'abord. Okay. Puis qui connaissent pas, comme tu dis, si tu viens de come out, que tu connais personne qui est queer, par exemple que tu viens d'un milieu rural, puis là tu déménages en ville, puis là tu connais personne qui est queer, tu as été arraché à ton milieu, puis même dans ton milieu d'origine, il y avait personne vraiment, à part le vieil oncle qui est allé dans l'armée, qui a une carrière religieuse. De Navy, c'est ça. Non. Qui est célibataire toute sa vie, avec son coloc. Toute sa vie, exactement. Donc, si tu fais pas partie du milieu, ça peut être difficile au départ, même de t'intégrer, de connaître les lieux, mais de connaître les codes aussi. Exact. Donc, quand tu es dans un lieu, de comprendre comment agir, comment bouger, tout ça, parce que ça t'a pas été enseigné par tes parents. Mais il y a une transmission qui se fait intracommunautaire et même parfois intergénérationnelle à l'intérieur de la communauté, entre des gens qui ont de l'expérience, donc sont forcément un peu plus vieux, parfois, souvent, et des gens qui ont peut-être moins d'expérience, parfois un peu plus jeunes, souvent. Et cette transmission-là peut s'opérer de plusieurs manières différentes. D'abord, maintenant, on a la chance Internet d'avoir... aussi, là. C'est ça. Ouais. Maintenant, on a la chance d'avoir des lieux qui sont dédiés, comme le village, par exemple, où l'orientation sexuelle est très ostentatoire. On peut, tu sais, comme devant un sauna, ben là, paf, il y a des... On sait que si tu passes devant, puis que tu regardes un peu, puis que tu as des sourires de gens, ben là, déjà, tu comprends que peut-être qu'il y a des gens qui vont t'inviter à l'intérieur. Il y en a un lieu de socialisation, de sexualité en public qui est disponible, le sauna. C'est pas non plus... Semi-public, là. Quand même, il faut que tu rentres, il faut que tu payes, etc. Mais, à l'abri des regards, quand même. À l'abri des regards, mais qui est tout de même... il y a des lieux communs, là, comme il y a des douches communes, il y a des saunas communs, puis bon, il y a des gens qui ont de la sexualité de cette manière-là. Des petites chambres. Fait que tu peux apprendre, entre autres, les codes dans ces milieux-là. Tu peux aussi t'informer sur Internet. Puis avant que... Ça, c'est aujourd'hui. Puis avant que tout ça existe, il y avait
même dans les années 40, 50, 60, des petits flyers qui passaient, une culture de l'underground, où est-ce qu'il y avait des gens qui préparaient... par exemple, dans les années 60, on a un pamphlet là, qu'on a maintenant, qui fait partie des archives, qui s'appelle « A Beginner's Guide for Cruising », qui était distribué dans les milieux gays, queer, tout ça. Donc, à partir du moment où tu trouves un bar, puis c'était pas affiché, là, tu trouves un bar bouche à oreille, tu vas là, tu rencontres des gens, bouche à nus, puis tu parles, puis là, paf, on te refile ça en dessous de la table, le petit guide pour le cruising, qui t'indique comment faire, sont où les lieux, qui tu peux rencontrer, comment te protéger aussi. Il y a la santé sexuelle, mais il y a la santé physique aussi, comment te protéger des gens qui vont te sacrer une volée. Sinon de la police. Ou des policiers. De la police, là. Donc, il y a tous ces tips and tricks là, qui sont dans ce guide-là. Ça, on est capable de retracer ça. Donc, il y a une culture qui est plus que centenaire maintenant. Et donc, c'est pour ça que je parle de transmission intergénérationnelle aussi, c'est que avant toi, il y en a qui l'ont fait, puis après toi, il y en a qui vont continuer. Fait que quand tu rentres dans cette culture-là, puis tu rentres dans cette culture-là parce que tu as des pulsions, puis tu as des désirs sexuels, pas nécessairement d'avoir de la sexualité en public, mais de la sexualité, par exemple, avec d'autres hommes, puis que tu peux pas l'avoir à la maison, puis que personne t'en parle dans ton milieu. Donc, quand tu rentres dans cette culture-là, cachée, tu finis par comprendre. Progressivement, hein, petit à petit, mais oui. Mais c'est un jeu de regard ou comme les gens, ils se sourient? Comment tu distingues vraiment? Parce que... Ben, mon Dieu, pas que j'en fréquente beaucoup, là, mais ma compréhension, c'est... puis je pense que tu l'expliques assez bien dans le livre. Généralement, tu as plusieurs zones. Tu as comme une zone d'entrée où les gens rentrent, sortent. Ensuite, tu as comme un lieu plus de comment dire, d'entrer en relation entre les personnes, puis généralement qui procède vers une troisième zone qui est une zone généralement de sexualité plus active. Puis c'est parce que ça dépend du lieu aussi. Là. Si tu une vieille gare de train, si tu en forêt, si tu une plage, ça peut être un camping. Fait que les gens attendent un endroit qui est passant, puis ils se regardent en se disant « Ok, l'autre personne sait pourquoi je suis là aussi. » Ben oui, évidemment, il y a des regards qui sont échangés. OK. Puis il y a une question aussi, parce que des fois, il y a des gens qui disent... Il y a des gens qui ne cherchent pas des rapports sexuels quand ils y vont. Alors, ils y vont pourquoi? Ils peuvent observer. Oui, d'une part, il y a des gens qui... Donc, ça dépend des milieux. Donc, cette division par zone est très intéressante et aussi très arbitraire en fonction des lieux physiques, concrets et matériels. Plaît à l'esprit. Oui, mais tu sais, donc, si c'est des lieux passants, cette première zone-là, ben, il y a des gens qui se rendent là puis qui sont pas là pour avoir de la sexualité. Effectivement. Par contre, si tu te rends dans la deuxième zone, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle tu serais là, autre parce que tu as reconnu les codes. Non, mais ça, je comprends, mais c'est les gens qui pratiquent la cruise ne cherchent pas nécessairement des rapports sexuels. Mais tu peux vouloir, effectivement, regarder. Tu peux vouloir, effectivement, essayer de comprendre, te socialiser, chercher des amis aussi, parce qu'il y a plein de gens queer qui sont là, puis qui peut-être partagent tes valeurs, ou peut-être que tu connais pas de gens queer dans ton entourage, donc tu peux y aller sans aller nécessairement dans la troisième zone où il y a de la sexualité, rester dans la deuxième ou dans la première, puis jaser avec le monde. Ah oui, les gens sont ouverts, c'est pas dans le sens... Ça dépend. Ça dépend des milieux. Ouais, mais par exemple, à Québec, dans un endroit où je faisais du travail de rue, d'intervention en santé sexuelle, où je faisais de la prévention en santé sexuelle pour un organisme qui s'appelle le Miels Québec, en prévention du VIH/SIDA, qu'on salue. Donc, je faisais de la prévention dans les milieux de cruise. Moi, j'allais pas dans cette troisième zone-là où il y avait de la sexualité. J'allais jamais là. Donc, je restais dans les lieux plus passants ou dans les lieux secondaires, où je pouvais avoir des conversations avec les gens et où les gens, peut-être, étaient parfois surpris. Donc, il y a des différents niveaux. Parfois, ils sont surpris. C'est la première fois qu'il y a des gens qui leur parlent parce que c'est un milieu qui est très... non-verbal, anonyme, là, donc qui est beaucoup plus dans les regards, dans le positionnement du corps dans l'espace, comment tu touches la personne ou non, où est-ce que tu te touches ou non. Et donc, dans ces milieux-là, souvent, dans cette zone-là, par exemple, tampon, où tu émets une indication verbale, où tu dis « salut », tu te présentes, nanana. Moi, je disais comme d'emblée, je suis là pour faire de la prévention. Parfois, c'était affiché, là, quand même, pour t'avoir vu. C'était évident. Oui, puis parfois, c'est comme, ça surprend. Parfois,
c'est bien accueilli. Parfois, c'est pas bien accueilli dans le sens que la personne va juste pas continuer la conversation puis se déplacer ailleurs. C'est un homme marié, tu sais, qui est pas bien puis qui a l'impression de se faire reconnaître, tu sais, c'est pas... Ben, il y a ça, puis il y en a d'autres qui sont vraiment contents oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis je me suis rendu compte, à certains endroits où il y avait des gens qui allaient depuis 15, 20 ans, puis qui avaient développé un cercle d'amis, de gens qui allaient là aussi. C'était comme un point de rencontre. C'était un point de rencontre, donc ils se rendaient là. Quand ils étaient dans l'endroit où il y a plus de sexualité, ils se parlaient. Il n'y avait pas une conversation sur ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Mais dans les zones précédentes, ben oui, là, il y avait des conversations. Dans le stationnement, ça jasait là, de tout et de rien. Puis ils amènent leur chaise de camping, puis ils s'installent pour la soirée. Oui. Trop drôle. Donc, comme un café, là. Ben oui, exactement. Donc, il y a des lieux de cruise qui font office aussi de lieux de socialisation queer. Okay. Pas nécessairement une toilette de centre d'achat, parce que c'est pas un endroit où tu as des conversations. Mais quand tu es dans un parc, quand tu es dans un lieu où c'est normal, où c'est correct, où c'est accepté, où c'est normalisé de t'asseoir puis de prendre une bière puis de juste checker le paysage, ben il y en a qui en profitent aussi. Là, c'est pas exclu. Comme une plage, même chose. Tu y vas, tu te baignes, tu parles avec tes amis, tu t'amènes un set de pique-nique, puis après ça, ben, tu t'en vas dans le fond de la forêt pour avoir de la sexualité un peu rapide, puis tu reviens, puis tu continues ta journée. OK, je comprends mieux. En plus, dans le livre, un chapitre, tu dis où toi et ton collègue disent... je sais pas le pronom de la personne avec qui t'écris, en fait. Mais la personne avec qui t'écris, vous dites Hugues, que dans le fond, c'est tout caché. Puis c'est vrai parce qu'en fait, moi, avant, l'année passée, je savais pas du tout que ça existait. Mais à quel point les espaces, je pense, il y a une grosse différence, séparation, comme les réalités ça doit pas être queer. des lieux que t'as fréquenté beaucoup. Mais c'est ça, moi, dans ce que je lis, puis c'est pas parce que j'étais pas impliquée dans tu sais, je connaissais les affaires queer, mais pas masculines ou tout ce qui... Je sais pas, en fait, cruising, je pense que c'est surtout masculin, c'est ça que... C'est l'angle du chapitre, oui. Okay. Mais qu'il y avait une réappropriation de Grindr puis des affaires de à la fin, on ouvre sur mais ça demeure marginal quand même, je pense. Là. Ça demeure nouveau. C'est vrai que la sexualité lesbienne et la sexualité gay, homosexuelle, masculine se sont développées différemment là, pour des raisons socio-historiques, entre autres. Donc, du fait que les femmes avaient moins accès à l'espace public pour leur sécurité, entre autres, là, étaient reléguées beaucoup au privé. Là. Ben, après ça, je me base pas sur une étude sociologique, mais quand même, je pense qu'il y a un nombre de partenaires puis une pratique de la sexualité qui est plus importante au sein des hommes gays que chez les femmes lesbiennes, du moins celles que je connais. Puis je pense que c'est quand même relativement généralisé. Là, oui, mais il faudrait qu'on se pose la question pourquoi aussi. Ben, bien sûr. Ouais. Je me sentirais jamais en sécurité. Mais ça fait partie de deux choses dont je voulais parler. C'est souvent ça les échos qu'on a des personnes qui... Oui, mais même du sexe en privé là, pour les femmes lesbiennes. T'sais. Mais c'est pas tous les hommes gays qui fréquentent les lieux de cruise. Non, mais je comprends pas comment il y en a qui vont chez des inconnus après avoir parlé 3-4 textos sur Grindr. Moi, je serais trop anxieuse. Ouais. Cette gestion pulsionnelle-là n'est pas la même là, chez les hommes et chez les femmes. Là. Du moins, en tout cas, en général. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu n'avais jamais entendu parler de ça, ben c'est sûr que dans ton cas, tu t'identifies comme femme, bon, tout ça, tu n'as pas non plus accès au milieu où c'est juste des hommes, par exemple, des vestiaires masculins ou des toilettes masculines. Fait qu'il y a déjà beaucoup moins de chances que tu aies eu, par exemple, une collision de contexte où ce que tu sois arrivé par hasard, puis là, pouf, tu tombes sur une affaire, tu surprends 2 personnes les culottes à terre. Ça arrive. Ça vous est déjà arrivé par hasard? Non, moi, ça m'est jamais arrivé par hasard, mettons, d'arriver là-dessus, parce que c'est une chorégraphie aussi, puis habituellement, c'est très bien géré, mais ça peut arriver, ça se pourrait. Le sepsum, d'ailleurs, toi qui es allé à l'Université de Montréal... En fait, je dis que ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est déjà arrivé. Le sepsum, il y a une des toilettes, ça doit être ça? Les vestiaires du sepsum, c'est reconnu. Là. Ben, il y a un sauna, il y a un spa. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, moi, je me souviens, ça m'est déjà arrivé, maintenant que tu me dis, ça me revient, en tant qu'enfant, ça m'est déjà arrivé dans une gare, pré-ado, là, ou ado, début d'adolescence, dans une gare en Europe où, genre, je suis arrivé, puis aux urinoirs, puis là, il y avait quelqu'un qui se masturbait aux urinoirs. Moi, j'allais juste pisser,
Puis j'avais aucune idée, là, c'était vraiment pas un truc que je cherchais. Je pense que je devais avoir 13-14 ans. Je savais même pas que ça existait, ces lieux de cruise-là. Je savais que j'avais des attirances envers les hommes, mais je savais pas que ça du tout comment m'y prendre, là. Puis je me souviens, tu vois, tu me rappelles que j'étais arrivé, puis j'avais vu ça, puis j'avais vu qu'il était en érection, puis qu'il se masturbait. Il a arrêté à ce moment-là, quand moi j'étais arrivé. Mais donc, il y a eu une collision une fois. C'est arrivé dans ma vie. Heureusement, il a arrêté, là, comme c'était peut-être pas le... Dans le sens moi, où j'étais gêné. j'étais un enfant. Je pense que j'ai même pas pissé. J'ai fait... Je pense que je suis trop. Mais tu sais, fait que ça peut arriver, mais puis il y a moins de chances que ça t'arrive si t'es une femme puis t'as accès seulement au lieu... ben oui, pas de toilette. De socialisation. De socialisation femme, là, quand c'est non mixte. Donc, mais oui, ça peut arriver. Fait que peut-être que effectivement les hommes ou les hommes gays ont plus de chances de tomber là-dessus. Après ça, dans des lieux qui sont accessibles par le public en général, comme des parcs, des viaducs, tout ça, c'est quand même rare que ça arrive, mais souvent ça se sait quand même. Souvent, comme dans l'imaginaire collectif ou populaire, on sait que telle place, il y a des gars qui font des affaires, mais on n'y va jamais parce qu'on les laisse. C'est comme... Justement, on dit aux enfants des fois, allez-y pas, tu sais, aussi. Il y a plusieurs témoignages de ça aussi. Dans le chapitre, puis c'était quelque chose que j'ai évoqué déjà, puis que je répète, puis dans d'autres chapitres aussi, c'était présent. Deux choses. Par quoi tu as été heurté? Plusieurs choses. Mais deux choses. On parle beaucoup de l'approche basée sur les risques par rapport à la sexualité. À nombreuses reprises, c'est évoqué dans le livre, puis qu'on parle toujours des ITSS aux gens, puis des violences sexuelles, puis c'est comme ça qu'on les éduque à la sexualité, puis qu'on devrait leur offrir une vision plus positive et moins... c'est ça, moins biomédical, disons, de la sexualité. Je suis médecin qui voit des gens qui ont le VIH puis qui ont des ITSS. Je trouvais que des fois, puis dans le cruising, puis c'est vrai pour les autres sections aussi, le chemsex notamment, j'y pense, là, c'est pas banal quand même pour ces personnes-là, les risques auxquels ils s'exposent en ayant... Puis je parle pas seulement de risques en termes d'ITSS, je parle en termes... Bon, oui, tout ce qui est violence physique et tout, on parlait de répression, tout ça c'est une chose, mais c'est pas vraiment vers là que je vais aller. Je suis plus dans le risque sur la base santé sexuelle, sur toute l'importance qu'il peut y avoir par rapport à ce que ça peut changer dans une vie d'attraper, par exemple, le VIH. Mais aussi, quand même, dans le... Puis je reviens avec ça, parce que puis moi, c'était vraiment ça, quand je pensais au cruising, puis à la vision pro-sexe, le côté affectif, quand même, de la sexualité, où on a une pente glissante de se marchandiser comme personne, puis se mettre à risque comme individu lorsqu'on va dans ces lieux-là, lorsqu'on prend du chemsex, dans cette prise de risque-là, par rapport à la relation qu'on a avec soi-même comme individu, puis dans la valeur qu'on s'accorde. Il y avait quelque chose, moi, dans ça, que je trouvais qui était peu évoqué, puis encore une fois, ça part de peut-être ma vision personnelle, puis de ma posture, puis de mes biais, tu sais, mais que... Je trouvais qu'on faisait fi, parfois, puis pas seulement dans ton chapitre, à plusieurs endroits dans le roman, où on faisait fi de ça en apportant une vision, à mon sens, puis j'évoque bien que c'est ma position, mais à mon sens, parfois un peu idéalisée de la sexualité comme un simple plaisir dans une vision purement hédoniste, qui finalement, je pense, qui est plus complexe que ça en réalité. Est-ce que tu penses que la sexualité est vue comme quelque chose d'hédoniste dans le livre? Oui, je pense que oui. OK. Comme un plaisir qu'on consomme d'une certaine manière, parfois. Non? Moi, j'ai pas eu cette impression-là. J'ai pas écrit le chapitre avec cette intention-là non plus, de dépeindre le cruising comme un simple plaisir hédoniste. Au contraire, je pense qu'il y a quelque chose de politique. Puis de construction sociale, puis ça a une charge, puis ça, je suis d'accord avec toi, tu sais. Mais nulle part, je trouve qu'on a quand même de reconnaître que c'est pas banal quand même pour un individu de se rendre dans ces endroits-là, de s'exposer, puis aussi c'est ça, de s'exposer à des risques, de parfois aussi être dans une dynamique de consommation, mais aussi dans une dynamique de carence affective, tu sais, qu'il y a quelque chose qu'on peut reproduire parfois aussi dans ces endroits-là, dans cette recherche-là
du plaisir charnel répétitif, tu sais. Non? Ben, écoute, moi, j'entends la critique de dire qu'effectivement, on dirait que peut-être qu'on fait fi. Je pense que ce discours-là biomédical, on s'est fait rabattre les oreilles avec ça. On s'en fait parler quand tu rentres dans la communauté gay. Puis la critique qui était mise dans le livre, c'est justement de dire, ben, c'est pas juste ça. Il n'y a pas que ça. Ouais. Et ce discours-là qui est poussé un peu à l'extrême ou qui est répétitif ou qui est à peu près le seul qu'on entend, notamment dans l'éducation à la sexualité, tout ça, et a aussi des conséquences. C'est-à-dire de dire, ma sexualité devrait être honteuse. Je devrais avoir honte. Ma sexualité... ça dépend. Je veux dire... elle est associée au risque. Elle est associée à... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ensuite, quand ils ont des pratiques, comme par exemple le cruising ou quand ils vont au sauna ou tout ça, ils ont honte parce qu'on leur a dit « Hey, ça se peut que tu sois en train de te blesser en ce moment. Ça se peut que tu sois en train de te faire mal. Ça se peut que tu sois en train de perdre contact avec quelque chose de super important, super sacré chez l'humain, étant la sexualité. » Mais alors que pas nécessairement, tu sais. Puis donc, c'est de ramener ce discours-là différent qui disent « Fais un peu ce que tu penses qui est bon pour toi, puis n'aie pas honte de le faire. Ce n'est pas que du risque, c'est aussi du plaisir, c'est aussi une dissidence, c'est aussi politique, c'est aussi une revendication, c'est aussi quelque chose qui peut transformer ton esprit, transformer ta vision, puis te faire entrer en contact avec des gens avec qui tu ne serais jamais entré en contact si tu n'avais pas fait ça. Qui peut te faire bender, ou si on veut, qui peut te faire... bander. bander. Qui peut bander. flexibiliser ta vision du monde. Okay. Assouplir, puis faire en sorte que tu vas peut-être comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas peut-être découvrir une communauté, tu vas peut-être vivre de l'empathie envers... développer de l'empathie envers des gens qui te ressemblent et envers toi-même aussi, de dire, ça se peut que tu fasses des erreurs. En fait, c'est tellement pas ça qu'on vit dans la communauté. Il y a quelque chose de c'est pas ça notre réalité. De révolutionnaire en disant, là, oui, il y a des risques, oui, la médecine c'est important, oui, effectivement, il faut se protéger. Mais aussi, tu as le droit de choisir. Tu as le droit de dire, là, ce soir, je prends des décisions peut-être niaiseuses, mais j'ai du fun. Puis, je me fais des amis, puis je rencontre des gens, puis ça se peut qu'après ça, je me dise, Chris, le lendemain, voyons, j'ai la gueule de bois, ou je suis en descente de cristal meth, ou j'ai attrapé le VIH, puis là, effectivement, j'ai attrapé le VIH, c'est quand même une grosse conséquence. Mais ce qu'on dit, c'est, mais informe-toi, prends la PrEP, Puis bien sûr. Puis encore là, je suis pas en train de dire qu'il faut interdire les lieux de cruising, c'est pas ça que je dis. Je pense que ça soit clair, moi, je pense que je considère que ce livre-là, Sexualité et dissidence queer, n'est pas dangereux. Je ne vais pas conduire à des problèmes de santé publique. C'est pas ça que je dis. Non, mais tu comprends? Donc, je pense que c'est un contre-discours qui est important d'entendre. Effectivement, on met de côté pour un moment les aspects biomédicaux dans le cadre de ce livre, de la sexualité, et c'est volontaire, et c'est justement pour donner tout son poids, toute son importance à autre chose qui a été un peu négligée, et ça c'est la critique du livre, dans les dernières années, dans l'éducation de beaucoup de personnes queer aujourd'hui au Québec. Comme ça, je répondrais. Mais c'est super intéressant, effectivement. Je comprends ton point de vue. Je pense pas qu'on... C'est ça. Parce que, bon, encore mais une fois... c'est pas ça l'objectif du livre, c'est pas de dire aux gens de se protéger. Ah oui, non, mais ça, bien sûr, protégez-vous. Mais protégez-vous. Prenez la PrEP, mettez le condom, mon Dieu, gérez votre risque, allez faire l'épiscité. Le consentement, parlez à votre partenaire, négocier le consentement. Soyez ouvert sur votre sexualité, c'est quelque chose de normal. Mais sans impératif, là, écoutez, oui, puis c'est pas... au meilleur de vos compétences et de vos capacités, intéressant, du contexte, tu sais, c'est comme... Oui, la section sur le consentement, où je sais plus c'était exactement sur le consentement, où on disait, c'est pas parce qu'on a libéralisé les sexualités qu'il faut avoir plus de sexe, c'est plus d'avoir du sexe comme on l'entend. C'était plus ça qui était intéressant, puis que je pense qu'il était le mot d'ordre. Merci pour l'eau. Oui, mais je reviens quand même. Au sein de la communauté gay, quand même, particulièrement, je pense, en tout cas d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, une certaine
consommation du corps qui s'inscrit dans cette marchandisation-là qu'on voit capitaliste, puis que je trouvais peu évoqué dans le livre, dans les fameuses applications où on se traite comme la marchandise. Puis, bon, je dis dans le monde gay, c'est le même aussi dans le monde hétéro, mais quand même, on a un certain... On a poussé quand même la note assez loin, je pense. On peut penser notamment à Grindr, mais les autres applications aussi. Et que j'observe aussi quand même dans ces dynamiques-là de cruising puis de relations. Et où finalement, je trouvais que... tu sais... où on en présente une vision effectivement qui est intéressante, où on amène une vision dissidente puis intéressante d'une construction puis d'une vision de la communauté qui est intéressante, mais où, encore une fois, j'aurais aimé entendre ça. C'était peut-être ça. Puis encore une fois, pas seulement dans ton chapitre, dans les autres aussi, mais... Ouais, je pense que... qu'on se fasse un peu d'auto... Tant qu'à l'écrire, le livre, que ce soit un livre écrit par la communauté, mais qu'on s'autocritique plus quand même, je pense. T'sais. Ouais. Mais je pense, j'espère, en tout cas, c'est un bel appel, puis j'espère qu'il sera entendu pour les tomes suivants, mais notamment tout ce qui est la question de l'oppression genrée ou de l'oppression corporelle, puis du colonialisme, puis je pense, j'espère que ça va être inclus aussi, cette critique-là intracommunautaire, donc du racisme intracommunautaire, du sexisme exactement, aussi intracommunautaire, de la misogynie chez les hommes gays, par exemple, des images qu'on envoie de dieux grecs. Exactement. Ça, c'est les aspects corporels, justement, et qui sont très capacitistes aussi, d'une certaine manière. Donc ça, c'est plus tome 2, mais je pense que ça s'en vient. Effectivement, ça aurait été cool de l'avoir aussi déjà dans le tome 1. Oui, mais j'aurais envie de te dire, accroche-toi, lis le tome 2. Mais je pense que ça s'inscrivait pas seulement dans une dynamique d'intersectionnalité là où je voulais aller. C'était vraiment aussi... Oui, je comprends. Dans le côté affectif, moi, c'est là... C'est pas dans une optique de pathologiser, de parler de santé mentale, c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça. Moi, je parle vraiment d'un point de vue... Puis, encore une fois, c'est sûr, je ne m'inscris pas dans ces dynamiques-là. Je pense que quand même... Comme individu, puis je le mentionne, puis je pense que c'est important, que j'ai vraiment mon biais personnel là-dedans. Mais où c'est ça. Tu sais, je pense qu'à travers plusieurs chapitres, tu parlais, Eliane, dès le départ, de tous ces chapitres-là qui t'ont marqué un peu plus sur les relations, les configurations relationnelles, les relations conjugales, la conjugalité, donc le chapitre sur les bisexualités, la fluidité, donc de l'orientation sexuelle, le polyamour, on a parlé de culture du consentement, on n'a pas parlé du chapitre sur le BDSM, mais on pourrait en parler, ou de la sexualité, justement, qui t'a fait remettre... je suis dur à dire asexualité pour que ça sonne pas comme la espace sexualité, mais là, on parle vraiment de L' asexualité. Ouais, donc ça sera probablement plus ça quand on va parler du chapitre spécifique, spécifiquement, mais donc je pense que, puis même à travers celui sur le cruising, là, donc j'entends ce que tu dis, Fred, j'entends ta critique, mais je pense qu'on met aussi quand même beaucoup, on pousse dans le livre vers on encourage les gens à avoir des relations significatives et à développer à prendre, à vraiment considérer que cet espace-là communautaire qui se crée avec la sexualité est hyper précieux, et à développer puis à pousser ces relations-là qu'on a les uns envers les autres pour qu'elles soient le plus saines, les plus bienveillantes possibles. Donc, je pense quand même qu'on le fait, mais donc à travers ces chapitres-là qui portent sur la conjugalité, mais aussi on dit en gros, le livre dit en gros, hey, faisons la révolution queer. Là, ça c'est donc, effectivement bien. Aimons-nous entre nous d'une manière positive et saine. Ça veut dire ça aussi. Et arrêtons, tu sais, comme quand on parle du cruising, hey, il y en a plein des hommes homosexuels qui sont profondément anti-cruising, là, qui disent ça, c'est les mauvais gays. Puis on dit dans le livre, en gros, hey, c'est pas des bons et les mauvais gays, on est tous ensemble. T'sais. Fait bon. Avez-vous l'impression qu'au sein de la communauté, il y a une forme d'aspect communautaire, justement, qui s'est perdu, ou me semble, j'ai comme cette idée-là un peu peut-être nostalgique. Puis il faut dire que dans notre communauté, parfois on a la mémoire courte parce que justement, on se reproduit pas de génération en génération. C'est souvent des nouvelles personnes qui s'ajoutent un peu de nulle part. Là, mais
où dans les années 80, avec toute la crise du VIH, tout ça, il y avait une forme de solidarisation, puis dans les années 70 aussi, avec toute l'acquisition des droits, puis qu'après ça, dans les années 90, on s'est comme un peu plus éparpillé. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez? Je peux pas comparer à avant, là, mais j'ai ce feeling-là aussi, parce que j'étais... En tout cas, c'est un fait personnel, là, mais j'avais accompagné un médecin pour... Comment quand on tue quelqu'un, mais c'est volontaire, là, la personne... L'aide médicale aide médicale à mourir. Oui. Et en fait, c'était on dirait, je pense, une queer platonic relationship, là. Mais de 2 personnes qui étaient plus ensemble, mais ça faisait des années, puis ils étaient super âgés, puis je m'étais dit, j'avais ce feeling-là aussi, qu'on avait plus cette communauté aussi proche. Mais en même temps, je sais pas quand... mon partenaire, il joue au soccer à Juke. C'est un collectif queer. Puis là, il y a du monde là-dedans, une des personnes qui avait transitionné ou déménagé. Puis en tout cas, quand j'ai aidé pour le déménagement, j'ai vraiment eu ce feeling-là en les voyant. Puis je sais pas, est-ce que ça... Pour les personnes, mettons, qui sont plus homosexuelles ou les personnes qui sont pas trans, on va dire les personnes cis, là, il y a moins ça parce qu'on a moins ce besoin de se rassembler. Mais j'ai l'impression que pour les personnes trans, je le vois plus, cette communauté puis ce rassemblement. Puis dans l'oppression, on se rassemble. Ouais, c'est ça. J'avais ce feeling, mais c'est très subjectif. Je reflète ce que tu dis par rapport... Moi, j'étudie à l'UQAM présentement, puis il y a un nouveau collectif qui s'appelle Queer UQAM qui a été lancé, puis je vois beaucoup, mettons, dans les nouvelles dynamiques militantes, comme là, c'est un nouveau groupe. La frontière des nouvelles luttes. Là, c'est ça, j'ai l'impression que peut-être les mouvements queer se modifient. Ce livre-là fait partie de cette mouvance-là aussi, où on utilise le terme queer. Donc, c'est pas pour rien. Là, on a parlé du cruising, on a beaucoup parlé des hommes gays, tout ça. Mais quand on parlait du travail du sexe, quand on parlait d'autres chapitres, il n'y a pas de distinction. Là. C'est comme on essaye de rassembler sous le même parapluie n'importe qui est opprimé au niveau de la sexualité, au niveau de son genre. Bon, le tome sur le genre va sortir plus tard, mais quand même, il y a plusieurs genres représentés dans le livre déjà. Fait qu'il y a cette volonté-là, justement, de rassembler un peu les luttes sous des oppressions, puis de visibiliser, en tout cas à travers le livre, ces oppressions-là que parfois on pense qu'ils n'existent plus parce qu'on a des acquis légaux. Mais les acquis légaux ne sont pas toujours... premièrement, ils peuvent s'effondrer n'importe quand, comme on voit aux États-Unis, par exemple. On a parlé de Donald Trump tantôt, mais comme juste l'avortement, l'accès à l'avortement pour les femmes, c'est déjà où les personnes qui peuvent se reproduire, donc ils ont un utérus. Mais en général, les droits des personnes trans reculent aussi beaucoup là, présentement. Puis là, ça, c'est tout le chapitre sur le backlash cis hétéronormatif où on voit que on s'est visibilisé, on a gagné, on a avancé dans des luttes légales, pas toujours à la même vitesse dans les luttes populaires ou dans les luttes culturelles ou sociales. Puis là, on voit qu'il y a un recul, même si au niveau légal ou juridique. Et donc, on doit faire attention. Et peut-être que la nouvelle mouture de la militance, les nouvelles générations vont militer de manière différente et se rejoindre sur des aspects identitaires ou des pans d'oppression qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qu'on a vécu ou qu'on a vus dans les années 70, 80, 90. Probablement qu'il y aura des alliances qui vont être différentes. Moi, je pense pas que tout s'effondre. Au niveau de la communauté, du sentiment de communauté. Non, manifestement, je pense que ça on est tous ensemble aujourd'hui. C'est ça. Je pense que ça se transforme néanmoins, c'est sûr. Puis là, j'ai parlé des aspects légaux, mais il y a la question aussi du virtuel. C'est comme avec la pandémie, là, tout est devenu super virtuel. Les mouvements ont comme fait... Puis... Et les applications de rencontres, c'est comme là, 90% des couples se rencontrent sur les applications. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et tout. Donc, je pense que ça change. Les terrains changent, les identités, puis les alliances. Mais je pense que et donc, les communautés changent, mais je pense que les communautés existent toujours. Mais en tout cas, moi, je les fais vivre dans ma vie. Oui, puis je pense que, quand même, je pense qu'à certains égards, moi aussi, là, mais il y a aussi cette multiplication-là des identités aussi dans notre société qui, je trouve, s'inscrit aussi dans une certaine dynamique individualiste, puis aussi dans
la création finalement de plus en plus des bulles qui est peut-être apparue avec les réseaux sociaux aussi, où je vois quand même un risque qu'on travaille en silo des fois aussi au sein de la communauté, puis qu'on oublie parfois mais c'est ça que le livre cherche à faire. Qu'on se rassemble tous et toutes. Là. Mais vas-y. Non, mais j'avais l'impression que ce livre, justement, faisait le pont entre ces différentes oppressions qu'on vivait. Tout à fait. Puis je t'avais déjà parlé, Fred, je me disais, pourquoi on est... Comme je n'arrivais pas à le verbaliser, mais je sentais que, mettons, l'oppression que je vivais pouvait ressembler à quelqu'un qui était plus dans le BDSM ou même... J'ai demandé à Fred pourquoi on était dans l'amalgamie avec les furries. Parce que je me disais... Puis là... oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les furries? Moi aussi, je t'ai écrit par rapport à ça. Attends, vous êtes des furries? Non. Les gens pensent que vous êtes des furries? Non, mais pourquoi moi, je courais dans le Vieux-Québec puis j'étais tombé sur une convention de furries. Puis là, tout le monde avait des drapeaux gays. Puis là, je me disais, mais il est où le lien? T'sais? Voilà. Et là, en fait, c'est parce que c'est des sexualités marginales. Et ça m'a permis de mettre un mot sur pourquoi. Puis souvent, je me demandais, j'avais l'impression que le vécu d'une personne, mettons... Personne qui est hétéro-romantique, asexuelle, j'avais l'impression que son vécu était tellement différent du mien. Puis je me disais, surtout si c'est un homme cis, là, j'étais là, comme j'avais l'impression, cette personne, pas qu'elle était pas dans la communauté, mais j'avais la misère à verbaliser puis expliquer pourquoi cette personne pourrait être similaire à moi. Mais maintenant, je comprends beaucoup plus là, que c'est pas juste orientation sexuelle, identité de genre, c'est tout ce qui touche à la sexualité puis la façon de vivre son amour, puis si c'est marginal. Ouais, c'est ça, tout ce qui est marginal. Fait que ça m'a vraiment permis d'être une meilleure personne queer. Voilà, c'est ce que je voulais dire, comme juste comprendre les réalités des autres personnes, puis en gros, pouvoir trouver les liens et mettre des mots sur qu'est-ce que je ressentais, mais que j'avais de la difficulté à expliquer, parce que non, j'ai beaucoup aimé le livre, pour être honnête. Je pense que c'est une belle façon de conclure. On n'a pas fait tous les chapitres, mais c'est une œuvre costaude. Oui, on n'aurait pas pu anyways. C'est une œuvre costaude. On aurait pu aller par chapitre, en fait. Lisez-le. Peut-être pour vous confronter au même titre que je l'ai été, ou sinon découvrir une vision de meilleur queer de vous-même, comme Eliane l'a fait. Multiples chapitres très intéressants, multiples références aussi, là, vraiment. C'est une œuvre très, très, très référencée. Très bien appuyé. Merci, Guy. Et vous aurez l'occasion, par le fait même, d'explorer donc des chapitres dont on n'a pas parlé. Effectivement. On voulait pas tout divulguer. On fera un épisode 2, comme un tome 2. On fera un épisode 2 pour le tome 2, peut-être. Mais puis ça sera pas moi, j'imagine, là. Le sexting, si ça vous intéresse. C'est vraiment intéressant, ce chapitre-là, sur le sexting, puis la présence, justement, de la police, puis de l'espèce d'insertion du cadre juridique dans des activités. Mais pas seulement, aussi que c'est une pratique sexuelle qu'on condamne pour des ados, mais pourtant où on tolère des relations corporelles, génitales. Ouais. Mais si c'est médié par un téléphone, voilà. Consommation et sexualité, on n'en a pas beaucoup parlé non plus. La pornographie, écoute... très intéressant aussi. C'est super, ce chapitre-là de Julie Lavigne. Le BDSM. Le BDSM, on l'a effleuré. J'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais... oui, on peut pas faire un épisode qui dure 3 heures. En plus. Pardon? Je voulais tellement parler de lui. Mon Dieu. C'est ça, les plaisirs et les corps. Donc, il y a plusieurs... Puis même la bisexualité. Je l'ai tellement aimé, ce chapitre-là sur la bisexualité. J'ai réalisé de moi-même que... Je l'ai tellement aimé que je l'ai pas lu. Moi, il m'a dit dans l'auto qu'il a moins aimé celui sur la bisexualité. Là, tu peux pas dévoiler ça. Non, tu vois, j'ai noté rien à dire. C'est un chapitre qui m'a peu heurté, je pense, parce que... Moi, je l'ai adoré. Moi aussi. C'était beaucoup de choses que relativement je savais. Ouais. Instinctivement. Puis que... J'ai fait... Bon, je suis d'accord. Je suis passé au chapitre suivant. Moi, j'ai l'impression que quand ça te concerne, tu te vois. Évidemment. Puis là, t'es comme, OK, là, enfin, je me vois, parce que les personnes bisexuelles sont invisibilisées. Oui. Puis on n'a pas les outils, puis on n'a pas les outils pour comprendre la bisexualité. Puis là, ce chapitre-là, c'est comme génial pour ça. Puis j'étais comme, OK. L'invisibilité des personnes bi et pan, là, c'est bien connu. Donc, mais c'était déjà des concepts que je connaissais déjà. Donc, c'est un chapitre où j'ai moins été accroché, mais quand même, je l'ai lu. Là. Je promets, je l'ai lu. Mais sur moi, ça, vas-y. On arrête. Non, mais c'est ça. Mais j'avais comme toi, instinctivement, je voyais autour de mes amis.
avec mes amis qui étaient bisexuels, qui vivaient ça. Mais là, c'était mettre des mots sur leur réalité. Puis j'étais là, oh mon Dieu, ça a tellement de sens. Vraiment, pour ça que j'ai aimé ce chapitre-là. Mais... Ben merci. Écoute, d'avoir organisé, coordonné tout ça et de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir parler de ce livre. À Foualler. Oui. Au plaisir, peut-être, de te réinviter. Écoute, avec plaisir. C'est pas obligé d'être sur une œuvre qui porte là-dessus. Ça peut être tout autre roman. Oui, un autre roman. J'adore lire. Écoute. Tu sais lire? Je sais lire et ça me passionne. Bye.